Et on va react. Et on va pas react à n'importe quoi, on va react au dernier épisode de Rhinocéros, bien sûr. Donc c'est l'émission que vous connaissez probablement. Si vous êtes sur YouTube, je pense que vous regardez Rhinocéros, l'émission de Usul qu'on ne présente plus, et Lumi pour Blast. C'est des émissions qui décryptent les médias et voir comment tout le monde devient un fasciste. En gros, voilà, tout le monde devient facho sur les médias. Tout le monde se transforme en rhinocéros, comme dans la pièce de Ionesco qui s'appelle Rhinocéros. Pas besoin de vous présenter. Bah là, on va regarder le dernier épisode sur la France éternelle. Une France qui sent le pâté. Voilà, ça va parler un petit peu des réactionnaires et comment la parole réactionnaire s'envole dans les médias, qui la relaie, de quelle manière. Ce genre de choses, quoi. Voilà, je pense que ça sera intéressant. Notamment, ils ont mis Zemmour là-dessus. Zemmour qui est dans son arc rechristianisation de la France. Et là, ses références, ça devient vraiment la droite nationaliste des années 10, 20, 30. Et c'est extrêmement puant. Vas-y que ça cite du Barès au Sénat. Vas-y que ça parle de Charles Maurras à la télévision. Ça n'a aucun putain de sens. Et je pense que derrière les espèces de réactionnaires à la con un peu naïfs comme Jean Dujardin qui c'est juste en mode on n'a plus le droit d'aimer son pays. À côté de ça, il y a des mecs qui veulent vraiment ressusciter la bonne vieille droite anti-Dreyfusarde, collaborationniste, nationaliste de mes couilles, quoi. Et en fait, tout cela fonctionne un peu d'un même élan, qui est l'élan réactionnaire, finalement. Et voir comment tout ça se structure dans les médias, je pense que c'est très, très intéressant. Et de toute façon, je sais très bien que Usul et Lumi font du super boulot à chaque fois là-dessus, donc on va regarder, on va se délecter de ce petit react et essayer d'approfondir aussi un peu tout ça, voilà, si j'ai des petites remarques à faire, des petits trucs à dire. Voilà. Bon voilà, tu viens de résumer la vidéo, fin du live. C'est vrai, Mourouza ? Tu l'as vu la vidéo ? J'ai bien tout pré-shot comme d'hab. J'en ai marre de tout pré-shot aussi bien. Littéralement la conclusion de la vidéo, putain, non mais sérieux, j'en ai marre de tout pré-shot aussi bien. J'en ai marre d'avoir une telle capacité d'analyse politique. Je plaisante. Ok, bon bah merde. J'ai pré-shot la conclusion. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là, j'en ai marre d'être basé comme ça me saoule. Je pourrais pas être à la ramasse. Ah ça m'énerve. Bon bah salut alors, fin de live. Je plaisante, on va regarder ça. C'est pas trop fatigant d'être un génie. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'être intelligent comme ça me fatigue, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fatigant d'être intelligent. Vous voyez le Wojak là ? Le Wojak cerveau montgolfière. Attendez, je vous montre. J'ai pas regardé la vidéo. Promis, j'ai pas regardé la vidéo. Wojak Big Brain Flying. C'est épuisant. C'est épuisant d'être comme ça, quoi. C'est épuisant d'être lui, je n'en peux plus. J'en peux plus. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fatigant d'être intelligent comme ça. Je n'en peux plus. Bon, allez, bref, on va regarder. J'ai tout pré-shot, bon, on verra. Nous, on est en dessous. Non, vous, le public de ce live, vous êtes au même niveau que moi. Non, le public de ce live, justement, je vous emmène avec moi sur la montgolfière cerveau. Non, y a pas de souci, Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros, un épisode un peu spécial parce qu'on est tous sous le choc, nous les Français. Il s'est passé des trucs super graves ces dernières semaines. Oui, le Louvre a été cambriolé. C'est honteux. Moi, j'en dors plus. Le 19 octobre, on imagine que vous avez été bouleversés, comme nous, par le vol des bijoux de la reine de l'impératrice. Oui, alors moi, quand j'ai appris ça, j'étais à table. J'ai regardé vite fait mon téléphone. Et j'ai vu ça et j'ai dû sortir de table pour pleurer. Je peux pas. C'est trop. C'est les bijoux de la couronne qui ont été volés et c'est tout pour moi qui s'effondre. Vous avez la ref ou pas ? C'est un vieux shitpost sur Twitter sur Notre-Dame qui brûle. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai dû sortir de table. Je ne peux pas. » C'est Notre-Dame qui brûle et c'est mon cœur qui brûle aussi. Oui, vous aviez la ref ? Ok. Moi, ça m'a fait ça, littéralement. Ah, moi-même le lendemain, j'étais encore sous le choc. Heureusement, il y avait Darmanin sur France Inter. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin au micro de France Inter. Alors On a que les réacté à Français ça. se réveillent On ce a réacté matin à ça. encore sous le choc du spectaculaire cambriolage qui a eu lieu hier au C'était musée nul. du Louvre. 8 bijoux dérobés d'une valeur patrimoniale inestimable. Donc voilà, c'est dit, les Français étaient sous le choc. Et en même temps, la valeur des bijoux, elle était inestimable. Donc on peut les comprendre, les Français. Oui, dans les grands médias, c'est vite devenu un drame national, ce cambriolage. Attendez, c'est une vidéo Oui. spéciale ou ils sont pas en face à face ? Ah oui, c'est de la vidéo voix off. Et on les verra pas sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'es toujours là, Valentin ? Tu sais ce qui s'est passé ou pas ? Y a pas un mec de Red Pop qui traîne là qui peut m'expliquer ? Il se passe quoi ? C'est un vidéo voix off. Alors ça c'est marrant, à la grande époque de ouvrez les guillemets, la grande époque du duo Usul et Cotentin, comme on disait à l'époque, c'est Host. Non mais Rescali la vidéo effectivement, mais de temps en temps ça arrivait qu'il y avait des vidéos où ils avaient pas le temps de faire le tournage, c'était un peu du dernier moment, et c'était vraiment les vidéos Usul en voix off, fait du Usul,
très parfois lénifiant, avec des beaux discours et tout. C'est pas tout à fait exactement pareil. Même la manière qu'a parlé Usul, le mixage de la voix, quand c'est du Usul voix off, c'est pas tout à fait le même Usul. Voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais intéressant. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça sera très bien. Usul, il est très bon en voix off, comme il est très bon en n'importe quoi. Il y a Le Monde qui a essayé de prendre tout le monde un peu à contre-pied. Vous voyez, là, il parle un petit peu plus dans le micro, avec une voix un petit peu plus posée comme ça. C'est pas tout à fait le même Usul. D'aucuns diraient même peut-être que le Usul Prime, c'est le Usul voix off. Je ne sais pas. Objet unique à la valeur inestimable selon le ministre de l'Intérieur. Usul était Alors malade. au Monde, nous avons contacté un expert en joaillerie et montres de collection. Et nous lui avons demandé de trancher. Est-il réellement impossible d'estimer le butin des voleurs ? Moi, ça me fait rire. Évidemment, c'est estimable. Pour notre expert, l'ensemble du butin Putain, vaudrait ils sont complètement cons là à dire c'est inestimable. Ils sont complètement cons ou quoi? Moi je te l'estime tranquille, c'est mon métier en fait. entre 50 et 100 millions d'euros lors d'une vente publique. Mais les voleurs ne pourront pas en tirer ce prix-là, car il est admis que la valeur du recel Ah, est en... mais 50 et 100 millions, ça va. Hein. C'est une bagatelle. Hein. C'est pas grand chose. Hein. Bernard Arnault, c'est de l'argent de poche, ça pour lui. Hein. 50 et 100 millions. C'est rien, c'est ça. C'est même pas 1 milliard. Moi, je pensais que c'était peut-être 1 milliard ou 2. Non, même pas. entre 5 et 10% de la valeur du marché, soit environ 5 millions d'euros ici. C'est pas mal quand même, hein. Aujourd'hui, on entend le chiffre de 88 millions d'euros. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget annuel du Louvre, selon la Cour des comptes, c'est 323 millions d'euros. Ils auraient vendu ces bijoux, ils auraient pu faire tourner le musée pendant 4 mois. Oui, mais on ne vend pas les bijoux de la reine du Second Empire. Les Français, ils sont attachés à leur impératrice, je sais plus laquelle, là. La reine du Second Empire. C'est la femme de Louis-Napoléon Bonaparte? C'était ça? Les joyaux de la couronne? Comment on s'en... Alors déjà Napoléon III, on s'en bat les couilles, genre. Vraiment, on s'en bat les couilles. Il n'est pas resté au firmament des grands dirigeants de la France, hein, Napoléon III. Oui, c'est ça, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est Napoléon III, c'est la même personne. Alors à la base, en 1948, c'est le début de la Ve République. En 1848, il est élu et plébiscité par les Français et devient le président de la Seconde République, jusqu'à, au final, devenir empereur de la Seconde République naissante en 1852, quelque chose comme ça. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, c'est la version président, Napoléon III, c'est la version empereur, mais c'est bel et bien la même personne, c'est le neveu de Napoléon Ier, le vrai Napoléon. Mais du coup, tout le monde s'en branle de l'empereur Napoléon III. Oui, c'est 1852, c'est ça. Vraiment, tout le monde, c'est pas resté dans le... C'est pas resté, hein. Il y a Napoléon, c'est une grande figure indépassable, le Napoléon Ier. De Gaulle, c'est une grande figure indépassable. La Troisième République, c'est resté. C'est vraiment le début de la modernité française, on pourrait dire, la Troisième République. Mais le Second Empire et Louis-Napoléon Bonaparte, déjà tout le monde s'en branle de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais alors l'impératrice Eugénie, c'est la meuf du très médiocre neveu de Napoléon, quoi. Donc déjà, Napoléon III, il a juste pop comme ça, en mode genre, je suis le neveu de Napoléon, en fait. Donc vous allez m'élire. Et tout le monde a fait, ah oui, trop bien, c'est le neveu de Napoléon, j'adore. Et donc en gros, cette meuf-là, elle est connue pour être la meuf du neveu de Napoléon, quoi. Et ça suffit pour qu'on soit en mode genre, oh, les bijoux de la couronne. Ah, j'avoue, on s'en branle, j'avais même pas capté. Je savais pas que c'était ça, les bijoux de la couronne. Je pensais que c'était un peu plus stylé que ça, quoi. Même pas. Ok. C'est lui-même qui avait fait un article intéressant sur le braquage, en disant que ceux qui pleurent le vol sont ceux qui ont voté les baisses de budget du Louvre et d'autres musées. Et oui, c'est la droite, de manière générale. Si ça se trouve, c'était leur bijou préféré, de leur impératrice préférée. On comprend qu'ils soient sous le choc. Il y a quelqu'un chez moi à Tourcoing qui m'a dit Monsieur le maire, on a l'impression d'avoir été un peu cambriolés. Je pense que les Français, ce matin, ils ont tous un peu l'impression, enfin je crois une grande majorité, les Français d'avoir été cambriolés. Ah, ce On a regardé cette interview en React en entier. N'hésitez pas à aller la regarder sur la VOD, chaîne de VOD, bien sûr. Il est nul à chier. Il a conclu en disant, moi tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, quand il y a la police et les brigands, c'est la police qui gagne à la fin. J'ai 6 ans et demi et mon papa il est militaire et puis il est super fort et puis j'ai un grand frère, il est ceinture noire de karaté, il va venir te péter la gueule d'abord. Vraiment c'était la conclusion de Darmanin, le gros bébé cadom qu'à la fin, il a vraiment dit à la fin c'est la police qui gagne. Ouais bah on verra. On verra. bruit de bouche dégueulasse. Bon, ça suffit Darmanin, on arrête avec Darmanin, mais on continue sur les bijoux. On en disait quoi des bijoux sur les plateaux chics de France Culture ou de C'est ce soir? Je ne compte plus le nombre de conversations qui commencent par « dis, c'est toi qui as fait le coup ». C'est un peu la blague quand on n'a pas de blague. Notre ami Arthur Chevalier, qui n'est pas un collectionneur, mais qui connaît très bien le Premier Empire. C'est lui. Non, mais c'est... On fait des blagues tout simplement parce que cela fait rire les Français. Bon, on rigole déjà un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de blagues, hein, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Oui, enfin, à C'est ce soir, ils ont pas que rigolé. Ils avaient aussi invité Éric Anso, un historien qui, lui, prenait la chose très au sérieux. Vous avez une cinquantaine Usul de a le nez rubis. bouché. C'est pour ça qu'il était malade, vous pensez? Enquête.
Une information exclusive dans la sauce TV, Flash Info, Ribot dans la sauce TV, selon notre envoyé spécial du chat RD_BX, abonné à la chaîne depuis 10 mois, bravo. Usul aurait le nez bouché en ce moment, peut-être une rhinopharyngite ou une petite angine. J'espère que ce n'est pas le retour du Covid. Des informations supplémentaires sont attendues dans l'après-midi. Notre envoyé spécial va peut-être aller directement voir Usul pour lui demander « T'as le nez bouché, Usul ?» Ce à quoi Usul risque de répondre « Bah oui, j'ai pas le droit d'avoir le nez bouché ?» Voilà, des infos extrêmement importantes pour la France, les Françaises et les Français. Donc restez sur ce live et n'hésitez pas à donner sur Stream Elements pour avoir des infos d'une qualité toujours plus grande. À vous, les studios. Cinquantaine d'émeraudes et 250 perles. Mais c'est pas ça. C'est que Premier sur l'info. Hein. Ces perles et ces diamants ont été assemblés par les meilleurs orfèvres de l'époque. Et alors oui, un très beau bijou, mais les pierres précieuses là, elles venaient pas de France. Hein. Ça, on l'a peu rappelé, mais Agi+ a fait une petite vidéo sur le sujet qui nous donne quelques infos qui auraient pu être intéressantes dans le débat. En ce qui concerne la parure d'émeraude de l'impératrice Marie-Louise, cadeau de mariage offert par Napoléon Ier en mars 1810, il est possible qu'il s'agisse d'émeraudes minées par de la main-d'œuvre autochtone, exploitée par les Espagnols, probablement en Colombie. Les pierres de la couronne de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense viennent probablement d'Inde et de Colombie, et le diadème de l'impératrice Eugénie combinerait des diamants indiens, brésiliens et des perles du golfe arabo-persique ou de l'océan Indien. Bref, ces bijoux sont aussi un témoignage de l'exploitation coloniale au service des cours européennes et pas juste un témoignage du savoir-faire français. Et oui, la splendeur passée. Et puis là, de nos on parle familles. du 19e siècle. Hein. C'est un peu les années phases du colonialisme, hein, quand même, globalement, le 19e siècle. Ça rigolait zéro. Napoléon Ier qui a quand même rétabli l'esclavage. Ce genre de choses. Donc quand même, ouais. Évidemment, la noblesse de cette époque, c'était full colonial, évidemment. Royale, eh ben elle s'est aussi construite très concrètement sur l'exploitation, la colonisation et même sur l'esclavage. Mais bon, si on s'aventure sur ce terrain-là, on pourrait rappeler par exemple qu'il reste en plein Paris un magnifique palais construit avec... C'est le palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré. L'argent d'un marchand d'esclaves, Antoine Crozat, en 1720. C'est un des... À pas confondre avec Ambroise Croizat, lui il est basé, lui il est cool. Tout dernier bâtiment de la ville à avoir cette histoire-là. Vous pouvez le visiter pendant les journées du patrimoine. Il s'appelle le Palais de l'Élysée. Je déconne pas du tout. Et oui, voilà, c'est Mais pour... oui, j'en ai marre de tout pré-shot, j'arrête. On regarde juste comme ça. Je vais faire du react où je commande pas. Et je fais juste... Ah, il est marrant, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris la voix d'Orelsan pour faire ça. Amourouza Croizat pour les intimes. Ah oui, c'est vrai. Ça en France... C'est pour ça que tu t'appelles comme ça, Ambroise? Désolé, je te doxe, hein, tu t'appelles Ambroise. C'est par rapport à Ambroise Croizat? Tes parents, les gauchistes, ils ont fait, nous l'appellerons Ambroise. Nous hésitions avec Karl ou Frédéric, mais finalement, ça sera Ambroise. C'est ça? C'est très marrant. Toute cette histoire-là, on préfère pas trop y penser. C'est pas à ça qu'on pense en tout cas quand on regarde les jolis bijoux de Sissi l'impératrice et de la reine Bégonia. Ces perles et ces diamants ont été assemblés par les meilleurs orfèvres de l'époque pour en faire la parure de notre dernière souveraine. Et je pense que les Français ont très bien compris ce qui se passait là, et qui est tout à fait dramatique. Voilà, oui, j'ai compris ce qui se passait là. Il n'y a pas une thune pour la culture en France, parce que les réductions de dépenses publiques, les politiques de réduction de dépenses publiques et d'austérité, qui durent depuis longtemps, ça a commencé sous Sarkozy ce bordel, ça fait que y a des réductions de dépenses publiques et que le milieu associatif et le milieu culturel, comme ils sont considérés comme non essentiels, en fait c'est les premiers à subir des baisses de dépenses. Et donc du coup il n'y a plus d'argent pour sécuriter nos beaux musées. Donc ça veut avoir le patrimoine français dans des musées que la terre entière nous envie. Et à côté de ça, ça veut baisser l'argent alloué à la culture, parce que la culture c'est pas très important par rapport à l'armée ou à la police. Bon. Et oui. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Maudits soient les hommes qui qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est bien ça, je l'ai bien dit la citation. C'est bien ça. C'est les hommes qui maudissent les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est bien ça. Donc en gros là, les causes c'est les réductions de dépenses publiques, les politiques d'austérité, les conséquences c'est les vols dans les musées. C'est de qui cette citation? Il y a bien un gros cerveau. Il y a pas un agrégé de philosophie sur le chat qui connaît toutes les citations qui pourrait me le dire? Là, on est dans le sujet. C'est de ça dont ils veulent parler. Donc, on va parler de ça. Très bien, pas de souci. Les Français... C'est de Zemmour. Joule. Zemmour, Einstein ou Joule. Bossuet, c'est peut-être plus Bossuet. Ok. Vous êtes deux à dire Bossuet. Attends, Bossuet, c'est le... Kevin Bossuet? Le chroniqueur sur CNews? Oui, c'est ce Bossuet-là. Le prof d'histoire, là, qui fait en mode genre...
Il y a un problème d'autorité en France, je le dis tout le temps. Mes élèves sont trop méchants avec moi. On parlait de ce Kevin Bossuet là. C'est lui là. Putain, je savais pas. Hein. Stylé, hein. Bon allez, bref, on reprend. Un peu bordélique ce React, on rigole bien. C'est le React de fin de live, parfois on rigole. Donc vous et nous, hein, on est sous le choc du vol des bijoux parce qu'on est nostalgique de quand on avait des familles C'est pas Spinoza? Jacques Bénigne, le curé du 18? Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Rengaine de Zemmour et beaucoup de sophistes. Ok. Bah là, c'est vraiment ça. Hein. Dieu se rit de ceux qui déplorent le vol des bijoux au musée du Louvre tout en chérissant les réductions de dépenses publiques. Jacques Bénigne Bossuet. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Pas confondre avec Kevin Bossuet. Royal qui pétait la classe, voilà, faut le dire. Souvenez-vous de cette phrase de Macron. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi. Rare Usul qui imite Macron. Attends, non, j'ai un rival là. Attendez. Je m'entraîne, bougez pas. Bougez pas. On va comparer, voir qui est le meilleur Macron. Il est très très fort. Il est imprenable en imitation Usul. Je vous dis très clairement, il est imprenable. Bougez, hop. Attendez. Donc là c'est... Moi, je vais essayer de la refaire aussi après. Donc on va parler de ça, très bien. Un peu Hollande. Les Français, donc vous et nous, hein, on est sous le choc du vol des bijoux parce qu'on est nostalgique de quand on avait des familles royales qui pétaient la classe, voilà, faut le dire. Souvenez-vous de cette phrase de Macron. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Ah, il est pas mal. Moi, je le ferai comme ça. Vous êtes prêts? Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Quel meilleur Macron? Vote, sondage. Qui est le meilleur Macron? Moi, je l'ai improvisé. Hein. Lui, il a eu toutes les prises qu'il voulait. Il a pris la meilleure prise. Hein. Moi, c'était du first try. Hein. Je rappelle. Hein. Moi, Usul. La guerre est déclenchée. Qui est le meilleur Macron? Vous répondez maintenant. Moi, je vote moi. Oh non, merde. Non! Aïe, 44-56. Ah, 44-56, c'est serré, hein? 47-53. Un tout petit peu trop aigu? Faut que je le fasse un tout petit peu plus grave. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La tienne est plus les guignols de l'info. Plus solennel. Ah, c'est serré, hein, 45-55. Aïe. Encore un peu plus grave. Ouais, j'ai la voix que j'ai, pardon. Il a une voix plus profonde que moi. Usul, excusez-moi. C'est pas moi qui l'ai décidé, ça. C'est serré de fou, en tout cas. Hein. Y a match, hein. 43-57. Ah. Putain. Merde. Après, j'ai un meilleur Jean-Philippe Tanguy. Hein. Toi, t'es Canteloup, lui, c'est Laurent Gérard. Oui, voilà. Ok, 44%. 57% pour Usul. Bon, c'est serré. Y a match. Je suis pas ridicule. Face au grand roi des imitations politiques de gauche sur Internet, je suis quand même pas ridicule. Par pitié, finis-nous Jean-Philippe Tanguy. Qui avant Marine Le Pen? Non, je suis toujours dans la même citation que de Jean-Philippe Tanguy. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. C'est ça, Jean-Philippe Tanguy. Bon, allez, on reprend. Et oui, c'est pour ça qu'on regarde Stéphane Bern, qu'on achète des bouquins de Philippe de Villiers. Quelque part, ça nous fascine. Et alors là, comme d'hab, est-ce que ça nous fascine ou est-ce que ça fascine surtout les commentateurs? Ces histoires de bijoux et de têtes couronnées, on est censé être sous le choc, mais moi, personnellement, j'étais pas trop sous le choc. Si le Louvre avait brûlé, là, ok, je serais choc-barre, mais se faire gauler 2 diadèmes, une épingle à cheveux et un prince Albert, ça va, je vais m'en remettre. Un prince Albert? Vous savez ce que c'est, un prince Albert? C'est quoi cette blague à la volée? Vous savez ce que c'est, un prince Albert? Qui sait ce que c'est, un prince Albert? Je ne vais pas taper sur Google le prince Albert, sûrement pas. Vous savez ce que c'est? Ouais, la ref est précise. Hein. Pour ceux qui savent pas, non, je vous montre pas, je peux pas vous montrer. Oui, c'est un piercing du gland. Voilà, c'est un piercing au gland. Le gland de la bite, quoi. Vous voyez, le pénis. Il y en a qu'on est prince Albert dans le chat. On est combien là? On est quoi, 800, un truc comme ça? On est 762. Est-ce que quelqu'un a un prince Albert sur le chat? Il y a forcément une personne qui a un prince Albert, statistiquement. En plus, il y a plus d'hommes que de femmes, généralement, là-dessus. Il y a 10 bits. Après, il y a des femmes qui peuvent avoir des princes Albert, par ailleurs. Pardon.
Ça traverse le gland, ouais. Sondage, j'en ai 4. J'ai un pote qui en a un. Il y avait un mec, quand j'étais en école, il en avait un. Bon, allez, bref. Non, mais ça faisait quand même beaucoup pour une semaine. 2 jours après, je vous rappelle que des juges rouges avaient mis Nicolas Sarkozy en prison. Là aussi, j'ai appris à la télé qu'on était sous le choc. Bête de sub-goal. Je me fais un prince Albert. Il est bien sub-goal parce que personne peut le vérifier. Tu peux ne pas respecter ton sub-goal, personne ne saura. Si moi j'arrive et je suis en mode genre, là j'ai fait un prince Albert, c'est bon, le sub-goal a été fait. Bah vous le saurez jamais si c'est vrai ou pas. Comme mon appartenance à la franc-maçonnerie. Non, je plaisante, je suis pas franc-maçon, premier degré. Ces images, évidemment, voilà, j'aime semer le doute sur moi. Peut-être que je suis en maçonnerie, je sais pas. Peut-être que j'ai un prince Albert, ce genre de truc, de toute façon vous saurez jamais. Elles sont un électrochoc pour un certain nombre de Français. Toute chose égale par ailleurs, cet emprisonnement met en scène la seconde mort du roi. Roi que le président de la 5e République incarne, enfanté par une monarchie capétienne qui dura 900 ans. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Faut arrêter de fumer du crack avant le début de l'émission, monsieur Pro. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a dit le président est la figure du roi. Non, c'est pas républicain, ça, en fait. Ouvre un livre d'histoire. Allô ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Enfermez-le dans les geôles républicaines. Mettez votre cocarde tricolore et allez le chercher. Ça, c'est contre-révolutionnaire comme discours, hein. En 1793, on disait ça, c'était au cachot, hein. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est grave ce qu'il dit. Ou attends, on va réécouter, il est vraiment en mode genre, c'est la deuxième mort du roi. C'est le président, le roi, maintenant. Mais vous êtes royaliste, monsieur ? C'est pas très républicain. Incarne, enfanté par une monarchie capétienne qui dura 900 ans. République scène la seconde. Un certain nombre de Français. Toute chose égale par ailleurs, cet emprisonnement met en scène la seconde mort du roi. Roi que le président de la... Ah non, il parle de Sarkozy. Ah, j'avais pas compris, je croyais qu'il parlait du vol des bijoux. Waouh. Donc sa take, c'est mettre Sarkozy en prison, c'est comme décapiter Louis XVI. Il faut pas. Ah, j'avais pas saisi, ça a changé de sujet d'un coup. Transition. 5e République incarne, enfanté par une monarchie capétienne qui dure... Mais ça n'a pas été enfermé. Le président de la 5e République. Le premier président de la 5e République, c'est De Gaulle. Il n'a pas été enfanté par les Capétiens. 5e République, c'est la suite de la 4e République. La 4e République, c'est la suite de la 3e République. La 3e République est née à la fin du Second Empire. Ça n'a plus rien à voir avec les Capétiens depuis longtemps. Hein. Les derniers qui avaient éventuellement un lien avec les Capétiens, c'était quoi ? C'était la maison de Bourbon. Donc, dès la monarchie de Juillet, à partir des Trois Glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1830, il n'y avait plus de lien avec les Capétiens du tout, quoi, même par filiation. Non ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Sarkozy est l'héritier des Capétiens. Ça veut rien dire, il est complètement con. 100 ans et une nation républicaine. Oui, il avait un prince Albert déjà, au moins De Gaulle. Posons les vraies questions qui intéressent les Français. Charles de Gaulle avait-il un prince Albert ? J'aimerais bien savoir. Depuis 3 siècles. Et oui, c'est notre bon roi Sarkozy qu'on a mis en prison. Non, la monarchie, ça a 800 ans enfanté par les Capétiens, et la République, c'est un truc de merde d'il y a 300 ans. Ouais, c'est peut-être plus ça la take, voilà. Mais je colle. On va entendre d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron, d'ici 2027 et la présidentielle, on va entendre à un moment donné sur CNews ou de la part d'un mec de Reconquête ou je sais pas quoi, on va entendre quelqu'un se risquer à appeler la République la gueuse. Je pense que ça va s'entendre au moins une fois. Quelqu'un va dire oh, vous savez, on appelait ça la gueuse à l'époque, oui. Je suis nazi. Je pense qu'on va avoir le droit à ça au moins une fois. Une fois. Ça sera un événement, hein. Les gauchistes, on sera en mode genre oh, mais rendez-vous compte, c'est horrible. Ça va passer comme une lettre à la poste, nous on sera choqués. Mais ça m'étonnerait pas qu'on entende le terme la gueuse pour parler de la République ressurgir dans le débat là. Sur CNews, ça m'étonnerait même plus. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait même pas. C'est chaud. Ok, oui, Pascal Praud n'a pas regardé pas comme tellement. Hein. Voilà. Il aurait dû regarder. Il aurait pu apprendre un peu de. Ça aurait fait un peu de vulgarisation en histoire et un peu d'exégèse OSEF à la fin que moi m'intéresse pas trop. Ça aurait pu être bien. Depuis 3 siècles. Et oui, c'est notre bon roi Sarkozy qu'on a mis en... Ah, je règle mes comptes aujourd'hui. Je règle mon compte avec ceux qui mettent des miniatures putaclic. Je règle mon compte avec Paco Ptielman qui a rien demandé. Je rien contre Paco Ptielman. Je vais mater tous les épisodes de son émission que j'aime bien. Mais je me sens d'humeur taquine. Je me sens malicieux. Je me sens facétieux. Et quelque part, c'est comme si on commettait un second régicide. Tout ça peut vous paraître un peu ridicule, mais je vous assure que ça l'est pas tant que ça. Non, parce qu'il y a toute une ambiance en fait. Il y a 30 ans, quand on entendait parler les nostalgiques de la monarchie, on rigolait franchement. France Inter a, pendant 10 ans, confié à Stéphane Bern une émission, Le Fou du Roi, dans laquelle les inclinaisons monarchiques de son animateur étaient traitées à la rigolade. Sauf que ces derniers temps, on rigole beaucoup moins. La France d'avant la Révolution française, la France éternelle, c'est devenu un vrai sujet. Oui. Face au déclin supposé du pays, qui s'humilie en envoyant Sarko en prison, qui se sent rabaissé quand on lui vole ses breloques, on se plaît à regretter un pays qui n'existerait plus. Breloques ? Non, on parle quand même de bijoux d'une valeur inestimable, les joyaux de la couronne.
Rendez-nous les joyaux de la couronne. L'impératrice Eugénie, quand même. Elle portait des breloques. Des breloques. Ça va 5 minutes le gauchisme, Lumi? Non mais sérieux. Que dans les livres. Vieille breloque de merde, vieille perle de con, là, tout le monde s'en bat les couilles. Ringard en plus, cette couronne. Vous imaginez quelqu'un porter ce genre de bijoux en 2025? Ringard de fou. Hein. Ah non, oui, je m'en suis étouffé avec mon caviar, tout à fait. Des breloques. Non mais le niveau de jalousie de la part des pulapis d'extrême gauche, c'est quand même fascinant. Des breloques. Vous savez ce que c'est des breloques au moins? Non mais n'importe quoi. Hein. Rabaissé quand on lui vole ses breloques, on se plaît à regretter un pays qui n'existerait plus que dans les livres et sur les cartes postales. On se rassure comme on peut. Dans Paris Match, la semaine dernière, vous disiez en couve, il est quand même chouette, notre pays. Mais oui, il est chouette, notre pays, putain. Une bonne côte de porc, quoi. Une balade en forêt. Vous aimez pas ça? C'est bon. J'ai pas dit. J'ai bien aimé cette phrase. L'acteur Jean Dujardin était l'invité du 20h de France 2 le 16 octobre dernier. C'était l'occasion rêvée de parler un peu de la France, tiens. Allez, ouais, un peu de patriotisme, ça peut pas faire de mal. Est-ce que vous avez l'impression qu'on le malmène, qu'on se malmène, que finalement la France, vous savez cette phrase de Sylvain Tesson, vous l'avez joué dans les Chemins Noirs, qui dit la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Ils ont bien raison, ils se rendent pas compte de la chance qu'on a à être français. Notre gastronomie, nos beaux paysages. C'est génial. Moi j'adore la France et puis comment je déteste les autres pays. Ils ont pas de culture ces gens-là, c'est des gueux de merde. Non mais regardez notre héritage, 5 minutes. On n'a plus le droit d'aimer la France maintenant, non mais c'est une dinguerie. Est-ce que ça résonne avec vous? Elle a cité Sylvain Tesson, déjà c'est intéressant ça. On met ça de côté, on va y revenir sur Sylvain Tesson, vous en faites pas. Moi, je note déjà qu'on a 2 riches qui nous expliquent qu'on vit dans un bien beau pays. Et c'est vrai que la France de Macron, quand tu touches 25 000 balles par mois comme Salamé, ça doit être un super terrain de jeu et de fête. Et attendez d'avoir le point de vue du multimillionnaire. 25 000 balles avant impôt. Vous vous rendez compte de ce que c'est que de gagner 25 000 euros par mois en France? C'est pas facile en fait. L'impôt te prend tout. Hein. Tu gagnes ça, l'impôt, et il te prend ça. Hein. 25 000 euros. Vous imaginez la quantité d'impôt sur le revenu qu'elle paye? Vous savez au moins à combien elle est la dernière tranche d'imposition marginale sur le revenu pour les très hauts salaires? Elle n'a pas 25 000 euros. Hein. Ces 25 000 euros, c'est pas du vrai argent. Vous confondez stock et flux. Non, je plaisante. Non, elle se mettrait très bien. Hein. Elle se mettrait très bien. Elle a des servants, Salamé. J'ai écouté le podcast de, comment il s'appelle, David Castello-Lopez, c'est il y a longtemps, hein, qui avait interviewé Salamé. Il y a un moment qui est resté de cette interview de David Castello-Lopez, de Salamé par David Castello-Lopez. C'est quand Salamé, elle est en mode genre... Moi, quand j'interviewe, ce que je veux, c'est des questions, mais ce que je cherche, c'est un moment. Je veux créer un moment avec mon invité. Et voilà, ça, c'est resté à mort. Tout le monde le ressort régulièrement. Et ben ça, c'était dans cette fameuse interview avec David Castello-Lopez. Et dedans, elle explique que elle a des servantes. Elle a une femme de ménage. Elle leur dit genre, elle l'appelle, elle dit pas ma servante ou ma femme de ménage. Elle l'appelle par son prénom. Elle dit j'ai une petite Lilou à la maison qui fait le ménage. Elle est très bien. Comme une immense bourge, mais vraiment, j'étais en mode genre, ah oui, j'ai une petite Lilou, elle est très bien, une très très bonne gouvernante. On est dans la bourgeoisie, la vraie bourgeoisie, quoi, la vraie de vraie. Voilà. Donc oui, c'est 25 000 euros, ça va, elle se met très bien. Elle se met très bien. Après, c'est une bourgeoise de naissance. Hein. Elle est à Salamé. Jean Dujardin. Force à elle, une très bonne journaliste par ailleurs. Un des acteurs les mieux payés de France. Lui, il regarde pas trop les infos, il le dit lui-même, mais il a quand même un avis sur le pays, vous en faites pas. On va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut... Ne demandez pas aux bourgeois libanais le mot qu'ils utilisent pour dire les noirs. Je veux pas savoir. Avoir un avis sur la France. On peut garder... Oui, non, parce que genre, il était ministre, je crois, ou genre ministre des Affaires étrangères du Liban, un truc comme ça, le daron de Salamé. Je me souviens plus exactement, mais genre son daron, c'est un vrai mec de la bourgeoisie libanaise, mais genre élevé, quoi, genre. Je crois qu'il était, ministre des Affaires étrangères ou un truc du genre, quoi. Si je dis pas de bêtises. Ou alors je confonds, je sais plus. Voilà. Vie sur les choses. Diplomate, ouais, c'est ça, mais diplomate de très haut niveau, quoi. Bref. Ministre des Affaires étrangères, c'est un peu diplomate, quoi. Bon, allez, bref, on reprend Léa Salamé, justement, on en parle. 25 000 balles! Combien balles par mois comme Salamé, ça doit être un super terrain de jeu. Je rigolais. Non, c'est pas une bonne journaliste, Léa Salamé. Après, quand on parle pas politique, limite, voilà, pour un invité culture de France Inter, en mode genre, alors votre maman était comédienne, votre père était producteur de cinéma, vous avez grandi depuis toute petite dans le milieu de l'art, n'est-ce pas? Ah oui, je vous conseille d'aller regarder votre pièce, est formidable. Voilà. Pour faire ce genre d'interview de la petite bourgeoisie culturelle de gauche de couilles, elle est très bien là-dessus. Moi, j'ai rien à redire. Mais juste parle pas politique. T'es chiante quand tu parles politique. T'es nul. Voilà. D'avoir le point de vue du multimillionnaire Jean Dujardin. Mais même plutôt bof en vrai. Mais voilà, dans ce rôle-là, Léa Salamé, j'ai rien à dire sur elle, quoi. Mais juste sur les interviews politiques, elle est pas. Et aux 20h.
Des acteurs les mieux payés de France. Après, c'est pas une mauvaise animatrice, voilà. C'est pas une mauvaise animatrice en vrai, c'est vrai. On peut l'imaginer dans un cadre où ça serait pas la plus nulle, mais pas en interview politique. En interview politique, non, moi j'aime pas. Terrain de jeu et de fête. Et attendez d'avoir le point de vue du multimillionnaire Jean Dujardin, un des acteurs les mieux payés de France. Lui, il regarde pas trop les infos, il le dit lui-même, mais il a quand même un avis sur le pays, vous en faites pas. On va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays. Bon, jusque-là ça va, mais vous allez voir, on y arrive. C'est pas tout le monde. C'est pas un avis d'avoir un très joli pays. Moi, je trouve qu'on a un très joli pays. J'adore. Moi, je suis un pur Français, moi. Moi, je me balade en Normandie. Je suis en mode genre, oh, que la nature est belle. Waouh. Ah, c'est chouette quand même la France. Hein. Ah, je me sens même enraciné dans mon vexin français. C'est vrai. Je le dis. C'est pas une fierté spécialement. Après, enraciné, on va éviter le terme. Vous voyez, moi, quand je me balade près des endroits où j'ai grandi, je suis en mode, ah, c'est beau la France quand même, j'aime beaucoup. Oh, un bon verre de vin rouge. Oh là, du bon pain, du bon fromage et du bon vin. Et une belle balade dans la campagne. Moi, ça me touche premier degré dans mon identité, mon intimité quand je fais ça. Genre. C'est vrai, je trouve qu'on a un très joli pays. Incroyable, incroyable la France, j'aime trop. Mais c'est pas un avis, ça. On s'en bat les couilles de ça. Ça n'a aucune importance, il n'y a rien de politique là-dedans. C'est pas pour se dire alors on a un très joli pays ou pas qu'on regarde les infos et qu'on suit les actualités. C'est pas pour ça. Ça n'a aucun putain de rapport, quoi. Mais bon. Ouais. Jusque-là ça va, mais vous allez. Je serais en Algérie dans la campagne, je dirais pareil. Mais je serais dans n'importe quel pays, je dirais pareil. Je serais allemand, je dirais oh, wir haben ein sehr schönes Land. Ja. Je serais anglais, je serais en mode oh, we have such a beautiful country, mate. Hey, mate, you having a giggle, mate. We're having such a beautiful country. I'm British. Je sais pas faire l'accent britannique. Si j'étais américain, je dirais. Oh, je sais pas. Mais oui, voilà, c'est juste le hot take. Hot take. Le monde est beau, la nature est belle. Chaque mètre carré de la planète Terre est beau. Le ciel est bleu. Les arbres, à l'automne, se vêtissent d'une robe orangée. C'est beau, quoi, c'est beau. C'est beau la nature et la vie. Voilà. Et du coup, en France, moi, je trouve ça beau. Ouais, c'est vrai. C'est un très joli pays. Sehr schönes Land. Excuse-moi, j'ai mal à... Bon, allez. Voir, on y arrive. Entre le littoral... Ça dit les ternes, ici. La gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté. Et voilà, c'est cette phrase. Bon, sinon, personne t'oblige à ouvrir ta gueule, en fait, Jean Dujardin. T'es payé pour être acteur, non? T'es un bon acteur? Oui, non? Oui, t'es un bon acteur. Bah, fais ton métier. Personne t'a demandé d'ouvrir ta gorge pour le reste. Hein. Moi, quand je vais à la boulangerie, que je me prends un jambon beurre, dans ma petite boulangerie française artisanale, quel beau pays, je demande pas mon avis à sa boulangère sur la taxe Zuckman. Je m'en bats les couilles. Vous voyez? Personne t'a demandé ton avis sur la France, en fait. On s'en branle. Voilà. Au pire, personne t'oblige à parler. Ce qui a un peu tourné, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté, c'est beau comme du Fabien Roussel. Mais surtout que personne n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit d'aimer le pâté. Il irait à la fête de l'UMA, il ferait le tour des stands, il verrait que même à gauche on aime bien le terroir. Moi, la dernière fois là-bas, j'ai mangé des tripes. Et personne t'a traité. Ouais, moi j'ai bouffé dans le stand de la Drôme d'un truc au vin là, comment ça s'appelait? Du sanglier, du civet de sanglier. Et franchement, on fait pas plus gaulois réfractaire qu'un civet de sanglier dans le stand de la Drôme. Une bouteille de rouge pour deux, civet de sanglier, du bon pain, du bon fromage. Moi, je me suis déjà enquillé ça plus d'une fois. Hein. Plus d'une fois à la fête de l'UMA avec Germaine Fourchette. Demandez à Germaine Fourchette. Plusieurs années. On était dans le stand de la Drôme exprès pour se faire un bon civet de sanglier. Délicieux et très très terroir. Hein. J'ai bouffé des huîtres à la fête de l'UMA. Des huîtres. J'ai bouffé des huîtres à la fête de lutte ouvrière aussi. La première fois que j'ai mangé des huîtres de toute ma vie, c'était à la fête de lutte ouvrière. Vous savez comment il s'appelle le stand où ils vendent des huîtres? Il s'appelle l'huître ouvrière. Tout simplement. C'est drôle. Et c'était pas cher, des bonnes huîtres. Hein. Voilà. Jules se fait taxer de bobo écolo-vegan, alors que tous les gens qui lui ont déjà parlé, ils sont en mode il n'y a pas plus franchouillard. Bah ouais. De fou. Après, moi, j'ai pas mangé avec Usul à la fête de l'UMA. Mais j'ai bu une bière avec lui à un moment donné. Il n'y avait plus aucun stand ouvert à part le PRCF. Du coup, j'ai fait une très bonne blague devant le mec du PRCF. Je vous la raconte. Du coup, c'est au stand du PRCF. Le PRCF, c'est on aime le communisme, mais on aime bien le drapeau français. D'aucuns disent qu'ils sont un peu rouge-brun sur les bords. Ils sont pas réellement rouge-brun, mais vous voyez, il y a ce côté un peu là, parfois c'est pas clair, etc., etc. C'était la toute fin de la fête de l'UMA. Il y avait Usul qui était là, du coup, il se resservait une bière, je me resservais une bière. Et du coup, je me dis, j'ai envie de faire une blague sur le fait que c'est des rouges-bruns. Voilà, du coup, j'ai dit à Usul, tu prends quoi comme bière? Tu pars plutôt sur une rouge ou une brune? Voilà, et il y a le mec du stand, il y a le mec qui se servait les bières, qui m'a regardé, qui a fait
Oh là là. Mais c'était marrant. En vrai, sur le coup, c'était marrant. C'est sorti un peu tout seul. C'est vrai, c'était l'humour gênant, quoi. T'as le mec du PRCF qui a fait. Il y a tous les gens autour de moi qui ont fait. Tout gêné. Après, on s'est barré comme ça. Voilà. Donc moi, c'est mon seul souvenir terroir que j'ai avec lui. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est pas un bobo écolo-vegan. Hein. Ça, c'est clair. Bref, en tout cas, voilà. Effectivement, il y a du terroir à la fête de l'humain. Je suis bien placé pour le savoir. Et moi, j'aime bien ce côté terroir à la fête de l'humain. Terroir de gauche, c'est vraiment une vibe qui me plaît. Mais pourtant, je déteste Fabien Roussel par ailleurs. Voilà. Tour des stands, il verrait que même à gauche, on aime bien le terroir. Moi, la dernière fois, là-bas, j'ai mangé des tripes. Et personne t'a traité de facho. C'est peut-être que c'est pas ça qu'on reproche à Jean Dujardin, au fond. Je suis pétainiste parce que j'aime les littorales. Jean Dujardin, on sent qu'il est vexé. Depuis qu'il assume son image de franchouillard, c'est vrai qu'il a essuyé un certain nombre de critiques. Évidemment, on se souvient de sa prestation virile dans le rôle de Jean-Mich, le boulanger bien de chez nous, que le monde entier a pu découvrir lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Ringard, grotesque, réac, il s'était fait traiter de tous les noms à l'époque, et ça lui était peut-être resté en travers de la gorge, on peut le comprendre. C'est nul à chier leur truc de rugby, je suis désolé, c'était nul. Parfois, il n'y a pas d'autre avis à voir que ça, hein. Juste c'était nul. Voilà. Et même fait ça aurait pu être franchouillard et bien. Hein. Il aurait pu y avoir un petit côté un peu franchouillard, mais bien exécuté, entre tradition et modernité. Mais là, c'était guesse de fou, ouais, c'était nul la cérémonie d'ouverture. Vraiment. Le truc mec en coque comme ça, c'était pourri. C'était pourri. Juste comparons à la glorieuse cérémonie d'ouverture des JO de Thomas Joly. C'est quand même, on n'est pas sur la même ligne. Hein. Quand tu demandes à des gauchistes woke dégénérés de faire une cérémonie d'ouverture, quand même, ça a un peu plus de gueule que quand tu essaies de faire un truc franchouillard. Hein. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Non, mais en plus, il y avait même des côtés un peu franchouillard par-ci par-là hein, dans la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà. Arrête de spoiler, bordel. Putain, je suis désolé, pardon. Une de Valeurs Actuelles qui avait trouvé son univers absolument charmant. Le magazine d'extrême droite avait reconnu la France qu'il aime dans ce tableau sépia et chauvin. Et là aussi, Jean Dujardin avait râlé. Il avait même dénoncé cette récupération. C'est pas parce qu'on aime le pâté qu'on lit Valeurs Actuelles. D'ailleurs, il n'est pas le seul à crier à la récupération politique. Thibaut InShape sort un livre et à l'occasion de diverses interviews, il a pu se plaindre lui aussi d'avoir été mal compris. Oui. Mais ça, moi, c'est ce que j'appelle les idiots utiles du nationalisme un peu. En gros, c'est des gens qui sont en mode genre, bah moi j'aime bien mon pays. Et après, t'arrives en mode genre, ouais, mais le nationalisme français, c'est pas juste bien aimer son pays. Les nationalistes, c'est des zinzins qui ont collaboré avec Hitler et qui détestent les étrangers. Ils sont en mode genre, oui, mais moi j'aime bien mon pays, donc j'ai pas le droit de mettre mon drapeau bleu, blanc, rouge. Bah si, mais du coup, c'est aussi le symbole des nationalistes, donc fais gaffe, mon ref. Mais c'est trop compliqué votre truc, j'ai pas le droit d'aimer mon pays. Voilà. Voilà un peu en gros la position Thibaut InShape et même la position Jean Dujardin, c'est un peu ça au final quoi. C'est en mode genre oui t'as le droit d'aimer ton pays mais là simplement t'as des genres de nazis bizarres qui sont en train de te récupérer, ils sont en mode genre ben moi j'aime mon pays, bah ok, les idiots utiles du nationalisme, hein. Moi c'est comme ça que je les appelle. C'est toujours dur de savoir dans quelle mesure ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire ou pas. Pour Thibaut InShape je pense que le terme idiot utile est plutôt pertinent. Jean Dujardin je sais pas. Elles ne leur demandent pas forcément leur avis. Je mets le drapeau français dans ma salle de sport, c'est parce que je suis français, c'est parce que quand je suis à l'étranger, je suis fier de dire que je suis français. Non, pour moi, le drapeau... Oui, on a fait le tour du sujet Thibaut InShape. On a une VOD là-dessus, hein, quand on était passé sur France Inter, on avait React, donc n'hésitez pas à les regarder pour ceux que ça intéresse, mon avis définitif sur Thibaut InShape. Politique, il appartient, il dépasse un petit peu tous les trucs, et il faudrait pas que ce soit, ça a été peut-être, oui, trop récupéré peut-être. Et en parlant de récupérer, oui, il y a beaucoup de... Moi, ce qui me peine, c'est que mes prises de position ou mes vidéos YouTube sont récupérées politiquement et j'ai pas envie aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, parce que j'ai pas envie que les gens s'attribuent un peu mon succès, mon mérite en disant ah ben Thibaut défend notre cause alors que non, j'ai rien à voir avec ces personnes. Alors comme il y a un truc très très intéressant, Thibaut InShape s'est pris une méga sauce comme quoi c'est un gros gauchiste par la fachosphère. Et vraiment hein. T'as genre tous les fronts, je sais pas si c'était Frontières, mais t'as tout un tas de comptes Twitter, F de souche, peut-être Frontières qui a été dedans. À un moment donné, il a dit il faut plus de vivre ensemble en France, c'est bien. Il faut plus de mixité sociale pour que les gens arrêtent de s'entretuer. La France est un beau pays, ça serait bien qu'on s'entende tous et pour ça il faut plus de mixité sociale. Il a dit ça, mais vraiment c'était une take très très molle quoi. Mais en vrai, bon là-dessus c'était pas une take de droitard, c'était une take tout à fait normale de il faut plus de vivre ensemble et de mixité sociale pour que la France se réconcilie. Vraiment, ça n'engageait à pas grand chose et il s'est pris une turbo sauce de la fachosphère là-dessus. Et donc voilà, nous on est en mode c'est un facho. Enfin, certains d'entre nous sont en mode c'est un peu un facho celui-là. Et bon, il y a des trucs, effectivement, ça nous met un peu la puce à l'oreille, je peux comprendre. Mais je veux dire, chez les fachos, il se jette sur le premier truc pour dire regardez, il promet la mixité sociale, on pensait qu'il était des nôtres, mais en final, c'est un gauchiste comme les autres, celui-là. Oh là là, c'est le gauchisme comme idéologie dominante qui fait qu'il est obligé de plier les chines face aux droits de l'homiste. Vraiment, c'était leur take. Il y a des gens qui sont persuadés que Thibaut InShape aurait pu être, enfin des nationalistes, des mecs d'extrême droite, ils étaient en mode ça aurait pu être un camarade, mais il se trouve que non, il a plié les chines face au gauchisme ambiant. Il y a des gens, c'est premier degré leur avis sur Thibaut InShape, quoi. Voilà.
Les Thibauts sont fiers d'être français. Ça n'est pas un crime, non? Le problème, c'est que la France, ça veut tout et rien dire. La France mise en scène dans la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, c'est une certaine France. Une France dans laquelle certains vont se reconnaître et d'autres non. Et oui, et notamment certains Français issus de l'immigration vont avoir peut-être du mal à se reconnaître dedans. Voilà. Une vraie... ce qu'il faut, c'est faire des trucs entre tradition et modernité. Faites un truc franchouillard, mais parmi les petits commerces de la France d'antan, mettez un kebab. Voilà, hop, problème réglé. Entre tradition et modernité. Comme le Japon. Bon, après, faut pas trop s'inspirer du Japon politiquement pour le coup. Mais vous voyez ce que je veux dire? Connaître et d'autres non. D'autres vont préférer la France qu'a mis en spectacle Thomas Joly pour les JO. Une France plus inclusive, plus moderne. Une France plus rock, qui n'a pas honte de son histoire révolutionnaire. Et oui. Une France qui n'a pas peur de conjuguer son passé au présent. Si ça, c'est pas entre tradition et modernité, ça. La garde républicaine avec Aya Nakamura, c'est entre tradition et modernité. Vous savez quoi, ma mère, elle a regardé la cérémonie d'ouverture des JO, elle avait grave kiffé, elle était en mode genre waouh, il y a même des moments où j'étais ému et tout. En vrai, c'était une très belle cérémonie d'ouverture, premier degré. Et elle était en mode genre, j'étais étonné d'avoir été ému comme ça en la regardant, elle m'avait dit ça, ma mère. Et elle a trop kiffé ce passage, elle était en mode genre, moi j'en ai rien à foutre d'Aya Nakamura, c'est pas fait pour moi, je connais pas, je m'en branle, j'aime pas sa musique quoi. Mais elle était en mode, j'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'était carré de fou, que le mélange fonctionnait super bien quoi. Et du coup, le fait qu'il y ait ce mélange entre tradition et modernité, bah moi, ma daronne de plus de 60 ans, elle a vu ça, elle était en mode genre, ah cool, Aya Nakamura, j'ai bien aimé le passage avec Aya Nakamura. Voilà. Quand j'ai raconté Akamura avec la garde républicaine, mon père m'a pas cru. Et pourtant, oh Djadja. Ouais, moi il y a plein de moments où j'étais ému. Moi c'est le moment Sofiane Pavard au piano et Juliette Armanet qui chantent les derniers jours du disco là. Je crois que c'était ça. Ou alors je confonds tout. Avec le piano en feu sur la scène, j'étais en genre, oh ça me fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est beau. C'est beau ce que je suis en train de voir. Moi j'ai des moments où j'étais ému premier degré aussi pendant cette cérémonie d'ouverture. Est-ce que c'était un genre de patriotisme? Un genre d'affect nationaliste, un déjà là nationaliste en moi ou je ne sais quoi? Je pense pas, c'était pas que ça, c'est que pour une fois on a vu c'était un truc de mettre en avant un peu la France, donc il y avait quelque chose de nationaliste, il y avait quelque chose de bleu, blanc, rouge derrière, mais justement la version qu'on nous a montrée de ça et que Thomas Joly nous a montré, bah elle était belle en fait, elle était belle et c'était là, ça montrait la France dans sa diversité, etc. Et non, j'étais ému premier degré, je pense pas que c'était un espèce de nationalisme bizarre quoi. Le point avec le voguing, walking, runway, bah oui il y a eu tout le moment un peu avec le moment Nicky Doll et tout, genre. Franchement, c'était trop bien. Moi, j'ai vraiment aimé cette cérémonie d'ouverture, sachant qu'à la base, j'y allais en mode genre, mais j'allais chez un pote qui voulait vraiment la regarder. Et j'étais en mode genre, on y va pour regarder les cérémonies d'ouverture. J'en ai rien à foutre, mais je suis aigri. Au final, on s'est posé devant là en buvant des coups et vraiment, on était en mode à regarder ça comme ça, moi, genre waouh. Et non, c'était un chouette moment. C'était un chouette moment pour de vrai. Même l'arrangement, il est bien foutu, parce que quand les points de la garde républicaine, même musicalement, c'est entre tradition et modernité, finalement. Genre, c'est que ça a été bien fait. Moi, je dis entre tradition et modernité, c'est un peu pour rigoler, quoi. C'est comme ça qu'on décrit le Japon. Terre de contraste entre tradition et modernité. Mais non, ça fonctionnait trop bien. Ça fonctionnait trop bien. L'arrangement est terrible, objectivement. Terrible dans le bon sens du terme. Ou terrible en mode nul. Moi, je trouve que ça fonctionne de fou. Bon, ici, on trouve qu'il y a une cérémonie où on s'est tapé la honte et une autre où on a vraiment assuré. Mais non, c'est ton ex qui a fait l'arrangement, sérieux? Oui, dans le bon sens. Ouais, bah félicitations à ton ex, hein, l'arrangement carré de fou, trop bien. C'est pas grave, on peut débattre. Ce qu'on voulait noter là. Et même la fin. Alors moi, Céline Dion, j'en ai rien à foutre. Hein. J'ai jamais écouté Céline Dion, j'en ai rien à battre vraiment assuré. de Céline Dion. Mais voilà. Mais le concert en haut de la Tour Eiffel et tout, c'était genre, ouais, elle chante bien. Ouais, elle chante super bien. Je comprends pourquoi elle est connue celle-là. Genre, c'était émouvant premier degré. Genre, c'était une très très belle cérémonie. C'est pas grave, on peut débattre. Ce qu'on voulait noter là. Oui, en plus, c'était malade. On a vu des images terribles d'elle, super diminuée et tout. Et même là, on voit qu'elle a amaigri et tout, quoi. Enfin, c'était. Même là, j'en reparle, je suis ému d'en reparler, quoi. Comme quoi. Ouais. Nous concentrons sur la critique média. C'est que dans les grands médias, on entend quand même beaucoup plus de célébration de la France éternelle de Jeanne d'Arc et du saucisson que de la France ouverte et moderne qu'on a vue au JO. Il faut dire que la chasse aux wokistes est ouverte, particulièrement dans les médias bourgeois qui se font une idée assez particulière de ce qui plaît aux Français moyens, aux Français normal. Je revendique petit Français normal avec... Ou t'es un ancien conseiller d'Éric Zemmour, toi. Ça va, tu vas te calmer 5 minutes. Il est plus à Reconquête, lui, maintenant. Il fait partie de tous ces gens qui se sont dit, mais Reconquête, c'est finito, c'est quoi ce parti de merde? Et du coup, maintenant, il est chroniqueur à la télévision. Bon, il a eu un plan de carrière tout tracé. Hein. Je sais pas pourquoi il a eu accès à des plateaux télé comme ça, chroniqueur du jour au lendemain, après avoir été conseiller et proche de Zemmour, etc. Un peu étrange, mais c'est pas un Français normal, ce monsieur. Par contre, il est plus normal qu'avant, parce qu'avant, il avait une moustache et un look d'aristocrate raté. Et en fait, il s'est rasé et maintenant il met un petit sweat et capuche, ce qui le rend un peu plus français normal. Mais sinon, il est pas normal. Hein. Putain, t'as rédigé l'épisode en fait. Mais je suis désolé, excusez-moi de suivre la politique. Je suis un professionnel, moi. Moi, je suis un professionnel. Oui, c'est lui. Il s'appelle comment? C'est quoi son nom?
Ah bon, on va le voir après, on va voir son ancien look, c'est bon. Des valeurs simples, j'aime le pâté, comme dirait Jean Dujardin, et qu'aujourd'hui, il faut pour le spoil, absolument être dans le délire wokiste, s'émerveiller devant un mec à poil peint en bleu, et Ce mec, c'était Philippe Catherine. Tu critiques pas Philippe Catherine, s'il te plaît? Pas comme ça. S'il te plaît. bien de foutre un mec à poil en bleu et traiter de facho. Il est facho. Antoine Diaz, que vous venez d'entendre, était un soutien d'Éric Zemmour. Voilà, c'est ça, son ancien look. À la base, glow up quand même. On peut pas dire le contraire. Il a bien glow up, il s'est dit bon, la petite moustache d'aristocrate, en fait, je suis un berbe, donc je vais pas la faire. Et ça me va mal les cravates. Un look plus stylé. Il a glow up, hein, félicitations. Parole de Reconquête, un navire qu'il a quitté quand il a compris qu'il allait être difficile de se faire élire à l'Assemblée nationale avec cette étiquette. Et oui. Et c'est ainsi qu'il s'est reconverti en français normal et en chroniqueur télé, ici pour les grandes gueules sur une chaîne de Rodolphe Saadé. Anas Kazib, lui, il a fait le chemin inverse. Il s'est fait virer des grandes gueules pour finir militant politique dans le parti d'extrême gauche Révolution Permanente. Oui, là, c'est vrai, il a fait une Louis Boyard, comme on dit dans le milieu. C'est plutôt Louis Boyard qui a fait Anas Kazib. Pareil, Louis Boyard, au début, il est venu chez Hanouna, c'était un peu un mec qui fout le beul sur les plateaux télé et qui est invité comme gauchiste de service et ça lui a fait une carrière un peu, quoi. Voilà. Après je dis ça, on peut pas résumer Louis Boyard au personnage médiatique qu'il a été, quoi. À côté de ça, c'est un militant et moi j'aime bien Louis Boyard, je dis pas du tout ça pour le critiquer. Mais de nos jours, ça peut être aussi une porte d'entrée en politique, les plateaux télé. De la même manière que les plateaux télé peuvent être une porte de sortie pour ceux qui veulent arrêter la politique. Voilà. Vous allez l'entendre sur Sud Radio dans la toute nouvelle émission que la station marquée à l'extrême droite a confiée à Magali Berda, la papesse des influenceurs. Pour lui aussi, dans les médias, on fait surtout l'éloge d'une certaine France, et ça n'est pas celle d'Ayana Kamura. La France, c'est sous l'œil des bourgeois, c'est Napoléon Bonaparte, c'est les rois de France, c'est ça la France. C'est jamais la colonisation, c'est jamais les mutins de la Première Guerre, c'est jamais Saint-Domingue, c'est jamais Louise Michel. Jamais mai 68, c'est jamais les grandes grèves de 36, c'est jamais ça. C'est systématiquement Napoléon Bonaparte, le béret, le pâté. Pour lui apporter alors qu'une histoire, on pourrait avoir un roman national de gauche rouge, quoi. Bien rouge comme il faut. Il y a tout ce qu'il faut en France. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. On pourrait juste être des immenses vendeurs de la Révolution, mais pas au sens... Il y a eu combien de révolutions et de changements de régime en France depuis 1789 ? Il y a eu quelques-uns quand même. Il y a eu 1789, après, bon, le changement de régime, on va même compter les réactions, quoi. Je veux dire, des changements de régime. Il y a eu 1789, après le premier empire de Napoléon, après la Restauration, après Révolution de 1830, la monarchie de Juillet, après 1848, Seconde République, 1852, Second Empire, après encore une révolution plus ou moins avec la Commune de Paris qui marque aussi le début de la Troisième République. Des révolutions et des changements de régime, il y en a eu tout le temps plein. Et on pourrait se dire, c'est ça notre héritage, notre grand roman national, notre grande histoire française, ce peuple qui n'est jamais satisfait d'un régime imparfait et qui est toujours prêt à aller plus loin dans la démocratie ou je sais pas quoi. On pourrait très bien avoir ce roman national là, quoi. Et les grandes figures, ça serait je sais pas moi, ça serait des gauchistes, quoi. Voilà. Contradiction, Magali Berda a choisi Emmanuelle Brisson, candidate à la présidence des Jeunes LR, et pour elle, ne pas accepter de faire l'éloge de Napoléon, c'est suspect. Alors pourquoi est-ce que vous critiquez la France du pâté, de la baguette et du béret, et pas la France du monde woke avec voilà, des transsexuels partout Transsexuel, c'est déjà un peu transphobe de dire ça, faut dire transgenre. Des drapeaux LGBT et autres. Et là-dessus, Magali Berda va poser une question. Mais attends, les LGBT et les personnes trans ne mangent pas de pâté maintenant? C'est quoi ce délire? C'est ça que je comprends pas. C'est dire quoi ça? Moi je connais des personnes trans qui mangent du pâté, y a pas de souci. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je comprends pas. On peut très bien être trans et aimer nos beaux paysages et notre terroir français. Non? C'est la fille d'un sénateur LR. Aïe. Question innocente. Vous avez honte d'être français? Voilà, si on n'aime pas leur France, c'est qu'on n'aime pas la France tout court. Et ensuite, Emmanuelle Brisson, après lui avoir dit que s'il aimait pas la France, il pouvait la quitter. Ah ouais, carrément. Anas Kazib, il est né où? Il est français, tout ce qu'il y a de plus français. T'as qu'à te barrer de la France si t'es pas content l'arabe. Non mais ça va, respecte-le. En plus, franchement, on fait difficilement plus français que Anas Kazib. Le mec est syndicaliste, cheminot. Allô? Trouvez-moi un truc qui est plus français, qui est plus terroir, on va appeler ça le terroir, qui est plus typiquement français qu'être syndicaliste cheminot à la SNCF. C'est le truc le plus français qui existe. Allô? C'est Germinal, le mec, exactement. C'est vraiment... il s'inscrit dans la grande tradition française du syndicalisme cheminot, rien que ça. Hein. Voilà, je sais pas. Hein. C'est un agent de l'État en plus. Plus ou moins. Ah non, non, quand t'es pas fonctionnaire quand t'es à la SNCF. Il est fonctionnaire, Anas Kazib? C'est en mode partenariat public-privé, c'est un peu entre les deux la SNCF, je sais pas exactement.
Si, les fonctionnaires. Ouais. Fonctionnaires, syndicalistes, cheminots. Trouve-moi un truc plus français que ça. Vas-y, trouve-moi un truc plus français que ça. Le pâté, ouais, nique ta mère, voilà, c'est bon. Plaindre de ne pas pouvoir parler parce que le camarade Anas aboie. Elle était chez Frontières après, se justifier. Mais ça, c'est grave. Elle va ça, c'est grave. Quand tu vois ce que c'est que Frontières, quand tu vois le rôle qu'ils ont Frontières, qui est d'être les plus outranciers, les plus qui ne s'encombrent pas avec la vérité ou l'intelligence. Le but, c'est juste d'être le plus réac, le plus de droite possible, de manière la plus caricaturale. Et que des jeunes LR viennent sur Frontières, tranquillement, comme ça veut bien dire que cette extrême droitisation qui se passe à vitesse grand V, c'est pas que le RN. Maintenant, c'est aussi les Républicains, mais c'est assumé. Et dans toutes les dingueries qu'on a pu entendre, les plus grosses dingueries, les plus grosses réhabilitations de la rhétorique nationaliste d'il y a 100 ans, c'était autant chez LR, même plus chez LR quasiment qu'au Rassemblement National. Enfin non, c'est pareil, c'est pareil. T'as une sénatrice LR qui cite Barès à l'Assemblée. Le lendemain, il y a des députés RN au Sénat, pardon. Le lendemain, il y a des députés RN qui, au Sénat, disent « Vous êtes le parti de l'étranger ». C'est pareil, en fait. Voilà. RN et LR sont sur la même ligne de retour à cette bonne vieille droite nationaliste, quoi. Et moi, je pense que le mot, le concept qu'il faut invoquer, qui est le plus efficace pour détricoter toute leur manigance, c'est nationalisme. Il faut être ça, il faut être antinationaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en faisant bien comprendre qu'être antinationaliste, c'est pas être l'anti-France, quoi. Mais moi, si Jordan Florentin, il venait en manif avec son micro, qui disait « C'est quoi un facho? Vas-y, définis-moi ce que c'est un facho. C'est quoi un facho ?» Moi, je dirais « Alors, pour définir l'utilisation par la gauche du terme facho comme étant un terme péjoratif, pour ça, il faut parler de droite nationaliste et de l'histoire du nationalisme français. Est-ce que tu as 5 minutes devant toi, Jordan? Il ferait « Mais explique-moi rapidement, c'est quoi un facho? Quoi, tu veux me tuer, c'est ça ?» Et comme ça, après, je lui expliquerai, je fais une masterclass d'intelligence et je lui dirai « Par contre, Jordan, débloque-moi sur Twitter, parce que moi, je peux pas te parler, je peux pas te QRT, alors que tu vois, moi, je suis ouvert au débat. » J'ai déjà tout le plan en tête, j'ai toute la scène en tête si jamais Jordan Florentin vient me parler en manif. J'ai tout préparé, j'y ai réfléchi longuement. Oh, l'extrait, après, laisse tomber. Le glupatate derrière, il serait exceptionnel. Je veux voir cette interaction. Peut-être un jour, peut-être un jour. J'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Je sais exactement ce que je lui répondrai. Comment ne pas jouer à son jeu et le prendre gagner en prenant de la hauteur. Et finir en concluant. Par contre, pourquoi tu m'as bloqué sur Twitter, Jordan? Voilà. Tu fais des streams IRL? Non, mais je fais des manifs, donc je pourrais très bien croiser Jordan Florentin. Bloqué par Jordan Darrocha et Edoui Plenel. Hein. Drôle de vie Twitter quand même. Bref. Oui, je me fais des fanfictions. Non, mais tout le monde fait ça, s'imaginer une conversation. Vous avez tous déjà fait ça dans votre vie. Vous êtes en mode genre, ah putain, j'aurais dû lui dire ça. Je sais pas, vous avez discuté avec un pote, il vous a un peu saoulé, vous vous dites putain, j'aurais dû lui dire ça. Et tu te refais la conversation dans ta tête. Tout le monde fait ça. Bah moi, j'ai déjà fait ça avec Jordan Florentin. Ouais, vous allez faire quoi? Je suis un professionnel. Pas pouvoir parler parce que le camarade Anas aboie. Je peux parler, il aboie. Oui, j'ai été bloqué par Edoui Plenel une fois sur Twitter. Parce que j'ai fait une blague sur Edoui Plenel CIA, mais pour me foutre de la gueule de ceux qui faisaient la blague, et ben j'ai été logé à la même enseigne. Bloqué. Voilà. Essayons. Pour ça me fait. Il y en a certains, vous me faites bien rire à me faire passer pour ce que je suis pas. Voilà. On essaie de se respecter. Je vous ai pas manqué de respect. Me dites pas que j'aboie. Pourquoi j'aboie? J'ai l'air d'un chien. Non, mais c'est elle qui agresse là. Magali, elle va intervenir, c'est sûr. Et en fait, c'est vrai que vous êtes très nerveux. Non, vraiment, je vous jure, vous êtes très nerveux. C'est vrai? Ah, ça va? Mais ça va. Ah, non, j'aime pas juste qu'on me traite de chien et qu'on me dise dégage. Bon, allez, une dernière question. Et cette fois, Anas, tu réponds par oui ou par non. Tu commences pas à donner des arguments et tout, sinon on va pas s'en sortir. Anas, en réponse claire, vous êtes fier d'être français? Est-ce que je suis fier d'être français? Oui ou non? Moi, je suis fier d'être un travailleur ici en France. Est-ce que vous êtes fier d'être français? Je suis fier de lutter. Selon l'informé. Ok, carré, hein. Anas Kazib quand même. Anas Kazib sur un plateau télé ou radio. On fait pas beaucoup mieux. Hein. Enfin, on fait pas beaucoup mieux, ça dépend. Chacun a son rôle et a son poste. Un Bompard et un Kazib, on va pas leur demander la même chose quand ils sont dans une matinale. Mais dans le genre punchliner de plateau télé qui arrive pour dire les termes, comme on dit dans le milieu, franchement, Anas Kazib, c'est quand même un peu le nec plus ultra. Hein. Voilà. Il les a mangés. Ah ouais, dans cet extrait-là, il les a vraiment mangés en toute tranquillité, avec le sourire. Depuis que la station assume son parti pris à l'extrême droite, elle aurait triplé ses recettes publicitaires. Comme quoi, ça paye de faire des procès en anti-France. Ah ouais. D'ailleurs, ces procès en anti-France, on ne les fait pas à n'importe qui en général. Vous noterez que ça concerne surtout ceux qui sont pas blancs. Souvenez-vous de ça, c'était en 2017 dans les grandes gueules. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France pourquoi en soi? Le 14 juillet hein, pas non, mais je sais pas, vous voulez que je me mette au garde après que je me mette à chanter la Marseillaise, quoi? On pourrait C'est s'attendre. horrible, vraiment, le niveau de racisme de cette interaction. Oh là là. C'est chaud.
Et après, il y a eu la fake news. Il ne chante pas la Marseillaise. Quand la Marseillaise est entonnée lors des meetings de la France Insoumise, de temps en temps, ils la font quand même, pour se donner bonne conscience. Daniel Obono ne la chante pas. Regardez, j'ai un extrait de Daniel Obono qui ne chante pas la Marseillaise, car elle déteste la France. Il y a eu tout ce narratif-là qui avait été mis en place par la droite. Et au final, ils n'avaient pas de preuves. Et en fait, il y a eu des trucs en mode, mais non, regardez. Regardez cette vidéo de Daniel Obono qui chante la Marseillaise avec les autres. Et cette autre vidéo de Daniel Obono qui chante la Marseillaise aussi quand sur scène avec la France Insoumise. Regardez, j'ai une troisième vidéo de Daniel Obono qui chante la Marseillaise. Ça va 5 minutes les mensonges? Bon, c'est passé quand même quoi. C'est moche. Hein. Aïe aïe aïe. À ce que pour faire contrepoids au discours anxiogène, réac et souvent raciste qu'on entend toute l'année sur les chaînes privées, le service public essaie de donner une autre image. Je souris, c'est pas réac et raciste qui me fait sourire, c'est j'ai vu la tête d'Éric Ciotti, il me fait instantanément sourire maintenant. Je me retiens de l'imiter quand je le vois, mais j'ai pas trouvé de blague. De la France. Non pas parce que le service public devrait être de gauche, mais juste parce qu'il devrait être à tout le monde. Par définition, il est censé être inclusif, c'est à nous tous, c'est une de ses missions. Sauf que ça s'entend pas toujours. Sur le service public aussi, on aime bien la France éternelle. La meilleure réponse à ça, c'est et alors, c'est ok de pas chanter la Marseillaise. Alors oui, mais genre les footballeurs qui chantent pas la Marseillaise, c'est évident qu'on en a absolument rien à branler. D'ailleurs, dans les années 80, il y a plein de moments, des grands joueurs de football bien français, bien de chez nous, ils chantaient pas la Marseillaise parce que c'était pas trop dans la tradition footballistique. Mais pour le coup, fin de meeting, tu décides en tant que parti politique de mettre une Marseillaise dans ton meeting, ça serait bizarre de pas la chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, dans un meeting, tout le monde est sur la même ligne. Si le parti a décidé de mettre la Marseillaise, logiquement, tu chantes la Marseillaise, quoi. Après, personne n'oblige à passer la Marseillaise dans un meeting. Hein. Et il n'y a pas eu la Marseillaise dans tous les meetings de la France Insoumise. En 2012, il n'y a pas trop de Marseillaise. Hein. Il n'y a pas trop de drapeaux français non plus. C'est à partir de 2017 où ils ont commencé plus à chanter la Marseillaise, à mettre des drapeaux français. Mais en 2012, ils le faisaient pas trop, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cadre-là, bon bah si LFI décide de diffuser la Marseillaise à la fin d'un meeting, logiquement tu la chantes, quoi. Voilà. Vous vous souvenez de la gourmandise dans les yeux de Léa? Le truc de la Marseillaise dans le foot, c'est un sujet de gens qui ne regardent pas le foot. Exactement. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas dans la tradition footballistique de chanter à l'hymne national. Il y en a qui le faisaient pas, il y en a qui le faisaient, et on s'en bat les couilles. Oui voilà, c'est Platini. Platini chantait pas la Marseillaise. C'est ça. Alors que Platini, méga légende du football, hein. Et ceux qui se plaignent qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France, eh ben ils sont nostalgiques de l'époque de Platini, justement. Qui, lui, ne chantait pas la Marseillaise, ça n'a jamais dérangé personne. Parce qu'on n'était pas dans cette phase de fascisation et de remontée dégueulasse du nationalisme, quoi. Alors que les dictateurs de Philippe Catherine, voilà. Ça, par contre, si un jour, je vois des gens, si un jour je vois un meeting, n'importe quoi, meeting de la France Insoumise, ils décident de mettre les dictateurs, ils le mettent à la fin. Moi, celui qui chante pas les dictateurs de Philippe Catherine sur scène, pour le coup, je vais me poser des questions. Voilà. Daniel Obono, la Marseillaise, je m'en bats les couilles. Par contre, si un jour je vois Daniel Obono ne pas chanter cette chanson de Philippe Catherine à la fin d'un meeting de LFI, là je vais commencer à me poser sérieusement des questions. Salamé, quand elle a lancé Jean Dujardin sur le sujet, vous vous souvenez qu'elle avait même cité Sylvain Tesson? Et bah sur France Inter, si vous avez écouté la matinale du 20 octobre, un peu après l'interview de Darmanin, l'invité c'était Sylvain Tesson justement. Après le vol des bijoux, la rédaction d'Inter a estimé que ce matin-là, on avait besoin d'entendre un peu parler de la France éternelle. Oui, il y a le vent qui la traverse, la France éternelle, mais il y a aussi au sommet de la colline, il y a une petite église, et c'est dommage d'en enlever la croix, comme a fait Mitterrand quand il a fait l'affiche de la force tranquille. Et oui, il y a des mecs qui en veulent encore à Mitterrand, il a chalopé. J'avoue, j'ai pas la ref là, je suis trop jeune. Moi, je suis né sous Mitterrand. Mais quand j'ai juste très peu de temps après mes 1 an, Mitterrand, il était plus là. Il est mort, j'avais 2 ans, quoi. La France, Mitterrand, on l'oublie pas, hein? Eh bah oui, on serait bien curieux de savoir ce que Sylvain Tesson il en pense de la France d'aujourd'hui, de celle d'Aya Nakamura. C'est une affiche de campagne où il a enlevé la croix d'une petite église parce que laïcité, tout ça, quoi. Ouais, bon, on s'en bat les couilles, non? C'est grave, ça? Ce qui est grave, c'est qu'il trahit le socialisme avec le talent de la rigueur en 1983. C'est honteux. Tous les gens qui étaient au Parti socialiste à cette époque et qui aimaient Mitterrand sont responsables de cette grande trahison. Tous ceux qui étaient au PS à cette époque, moi je les ai tous cancel. Tous? Pas tous, Eric. Tous, Christine, tous. Je dis ça parce que Mélenchon est fan de Mitterrand. Bref. Manif climat. Mais moi je suis fan de Mélenchon, donc finalement. Ouais. Drag Race. Oh, mais je crois qu'il aime pas du tout. Pas tous, Jean-Luc. Pas tous. Tous, Jean-Luc, tous. Non, ce serait plus ça. Bref. Que si lui il dit qu'il aime pas J'adore cette faire cette France-là, blague, on va j'adore. pas en déduire qu'il n'aime pas la France. C'est comme si les bourgeois avaient fait une OPA sur l'identité nationale. Les nationale. fans de Jospin, on a tous nos défauts. Va demander à Méluche ce qu'il pense de Lionel Jospin. Je sais pas, j'ai pas trop entendu parler de Jospin, mais ça a été un collègue de Jospin. Mélenchon a failli arrêter la politique quand Jospin n'est pas arrivé au second tour. Voilà.
Mélenchon a littéralement été un ministre de Jospin jusqu'en 2002. Voilà. Je pense qu'il n'est pas anti-jospiniste tant que ça. La Je pense qu'il le seule, respecte. la vraie, c'est la leur. C'est ce que disait Anas Kazib. Et c'est terrible parce qu'ils doivent être vraiment malheureux quand ils regardent la France d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que dit Sylvain Tesson. C'est vrai, Usul est fan de Jospin aussi, tout le monde a ses défauts. Moi, je suis fan de Jacques Attali, donc est-ce que c'est beaucoup mieux? C'est Onibaku qui fait son pressing. Onibaku ne sera en paix que quand je serai fan de Jacques Attali comme lui. C'est vrai, c'est même pas une blague. C'est ta faute, c'est ta faute. Onibaku, il a 2 références, c'est Xi Jinping et Jacques Attali. Un homme complexe, un esprit libre, loin des dogmes, voilà. Il est triste. Il est douloureux d'être français collectivement, il est doux de le rester individuellement. Il veut pas être français avec nous, avec les Français. Il préfère la petite France qu'il a dans sa tête, avec Napoléon et tout. Ce paysan de la Troisième République qui disait moi je suis pour la République à condition que ce soit Napoléon le roi. J'adore cette boutade parce que c'est la phrase parfaite du grand embrassement. Subtil ça, le grand... J'aimerais que Napoléon soit le roi de la République, mais Napoléon, il n'a jamais été roi, il était empereur. Et la République, par définition, n'a pas de roi. La République française, en tout cas. C'est pas une monarchie constitutionnelle ou je ne sais quoi. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, on s'en bat les couilles du régime. Tant que c'est la France, moi, ça me plaît. Dans mon roman national, il y a Napoléon, les rois et la République. Est-ce qu'on pourrait pas faire un régime qui soit un empire royal républicain? Non. Bah non. Bah non. Et même le blanc sur le drapeau tricolore. Il y a une vidéo de Yann Toucourt, Yann Bouvier, là, cet historien de talent. Il a fait une vidéo sur la véritable origine du drapeau français, du drapeau tricolore. J'ai regardé hier soir, c'était très très intéressant. Et justement, le blanc dans le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la Révolution, à la base. C'est vraiment le drapeau de la Révolution française de 1789. Et donc le blanc là-dessus, c'était pas à la base la couleur du roi, c'était la couleur de la France. Donc déjà, dans le drapeau révolutionnaire, qui voulait mettre fin à la royauté, etc., il y avait le blanc qui représente la France. La France qui est finalement le concept français qui transcende celui de monarchie, de république, de quoi que ce soit. Que ça soit une monarchie, que ça soit une république, que ça soit n'importe quoi. Le blanc représente la France là-dedans. Et donc de fait que les cocardes bleues et rouges de Paris, on ait rajouté le blanc, c'était le blanc de la France. Ce qui, de fait, assure une continuité un petit peu entre la France sous Louis XVI et la France, après la France républicaine de 1793, par exemple. Voilà. Et donc, c'est qu'il y a cette idée dans la République que c'est la France. Et c'est pas la même France que celle des rois, mais c'est la suite, quand même. Voilà. C'est pas le drapeau complet qui représente la France. Alors maintenant, il représente la France depuis justement 1830, si j'ai pas de bêtises. 1830, quand Louis-Philippe Ier, qu'on appelle parfois le roi bourgeois, est arrivé au pouvoir en France. C'est ce qu'on appelle le début de la monarchie de Juillet. Avant, c'était la maison de Bourbon à la Restauration, après Napoléon. Donc, il y avait d'abord Louis XVIII, puis son fils. Son fils, je crois, Charles X. Et après, en 1830, il y a eu une espèce de petite révolution. Et hop là, c'est passé à la maison d'Orléans, le pouvoir. Et Louis-Philippe, c'était un peu le roi bourgeois, roi des Français. Et on l'appelait le roi bourgeois. Et il a décidé... Non, c'était son frère, Charles X, pardon. C'était le frère de Louis XVIII, Charles X. Et donc, du coup, son emblème, l'emblème de la France, sous la monarchie de Juillet, c'était le drapeau bleu, blanc, rouge, parce que pour lui, c'était plus simple. En mode genre, voilà, comme ça fait une espèce de synthèse. Certes, je suis roi, mais regardez, j'ai quand même... Le drapeau révolutionnaire, c'est notre drapeau, malgré tout. Comme quoi, les choses ont avancé, quoi. C'était le roi libéral, quoi. Voilà. Et la bourgeoisie libérale de l'époque se réclamait de la révolution parce que, voilà, ils voulaient la fin de la royauté, quoi. La fin des 3 ordres, clergé, noblesse et tiers état, pour avoir plus de pouvoir. Bref, tout ça pour dire que le drapeau français, c'est devenu la France et le symbole de la France qu'à partir de 1830. Non, c'est pas le clergé le blanc. Après, du coup, ça a évolué. Parce qu'à un moment donné, pendant les années révolutionnaires, le drapeau bleu, blanc, rouge, t'avais les soldats républicains de la Révolution qui avaient des cocardes bleu, blanc, rouge. Et il y avait d'autres militaires qui étaient en mode genre, bah moi, je garde ma cocarde blanche, à l'ancienne, parce que les cocardes étaient juste blanches à l'époque, le blanc qui représente la France. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait des soldats un peu réticents au changement, qui n'avaient pas envie de mettre la cocarde bleu, blanc, rouge, et qui ont utilisé le blanc comme couleur, parce que c'était la couleur de la cocarde précédente, du coup, c'est devenu la couleur de la réaction, en fait, le blanc. C'est devenu la couleur de ceux qui s'opposent au bleu, blanc, rouge, de ceux qui s'opposent à la Révolution. Et donc, du coup, c'est devenu petit à petit le symbole des royalistes. Et après la Restauration, quand Louis XVIII est arrivé, justement, le drapeau de la monarchie, c'était un drapeau blanc avec des fleurs de lys. Et c'est à ce moment-là que le blanc est devenu, par opposition au drapeau tricolore, en réalité, c'est devenu vraiment la couleur de la royauté plutôt. Mais à la base, quand le blanc a été intégré au bleu et au rouge, qui étaient les couleurs de Paris, c'était le blanc de la France, pas le blanc du roi. Voilà. Mais allez regarder là sur la chaîne YouTube de Yann Bouvier, ou Yann Toucourt, il a 2 noms. La vidéo, il explique beaucoup mieux que moi et c'est super intéressant. Et non, justement, le blanc royal cerné par le bleu et le rouge de Paris, ça en fait, c'est une reconstruction a posteriori. Mais c'était pas ça à la base. À la base, c'est une histoire de cocarde plus que de drapeau. Voilà. Mais allez regarder la vidéo, elle est trop bien. Franchement, Yann Bouvier est trop chaud. J'aime vraiment trop.
Grand embrassement. On comprend pas trop ce que c'est, mais ça rappelle une formule bien Et connue. oui, voilà, ouais, exact. Louis-Philippe Ier, du coup, c'était le roi des Français. C'était pas le roi de France. Parce que c'est un roi un peu différent, en mode genre, ok, je suis roi, mais moi je suis plutôt le pote de la bourgeoisie, je suis un libéral, je m'inscris dans la modernité, je suis le roi des Français plus que le roi de France. Et c'était le dernier roi dans tous les cas, puisqu'après, Seconde République, bim. Et à la suite, ça a été, il y a eu un empereur, mais pas de roi. Voilà. Il y a eu Pétain, il y a eu un maréchal, mais pas de roi en tout cas. Voilà. Subtil. Sauf Macron, bien sûr. Bon, oui, subtil, du coup, on était où Oui. Ah oui, on disait ça parce qu'il était en mode. Un paysan de la Troisième République a dit... Bon, Léon et tout. Ce paysan de la Troisième République qui disait moi je suis pour la République à condition que ce soit Napoléon le roi. J'adore cette boutade parce que c'est la phrase parfaite du grand embrassement. Subtil ça, le grand embrassement. On comprend pas trop ce que c'est, mais ça rappelle une formule bien connue. Oui, allez, bon, c'est qui Sylvain Tesson? Parce qu'avec Léa Salamé, depuis le début, on vous saoule avec Sylvain Tesson, mais tout le monde sait peut-être pas qui c'est. Sylvain C'est Tesson un est écrivain, mais j'en sais pas plus en vrai. présenté comme un simple écrivain voyageur, un homme de littérature et d'aventure. Le journaliste François Krug a sorti en 2023 un bouquin intitulé « Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire ». Il était venu en parler à Blast Gros à nazi, l'époque. ah ouais, carrément. Dans son livre, il revenait sur le parcours de quelques auteurs familiers des salons parisiens et des plateaux télé. Il évoquait par Gros nazi dans le chat. C'est un énorme nazi. Alors c'est plus un nazi, gros nazi ou énorme nazi? Mettez-vous d'accord. Par exemple, la jeunesse antisémite de Yann Moix, l'islamophobie de Welbeck, et il revenait aussi sur la figure de Sylvain Tesson. C'est par rapport à quoi du coup? Attends. Islamophobie pour Welbeck. Antisémitisme pour Yann Moix. Alors rappel, il a fait un fanzine quand il était jeune, il était vraiment jeune, hein, mais ça n'excuse rien. C'était en mode, c'était des blagues sur Auschwitz avec des espèces de dessins de cadavres de juifs dans les camps de concentration en disant LOL, Hitler basé. Voilà, il a fait ça dans sa jeunesse, Yann Moix. Hein. Rappel pour ceux qui savent pas. Michel Houellebecq, immense islamophobe, il a une peur maladive de l'islam, en mode le grand remplacement, mes couilles. Mais du coup, Sylvain Tesson, est-ce que ça se jouerait plus au niveau du christianisme peut-être? Comme ça, il y aurait un peu, voilà, l'antisémitisme, l'islamophobie et la rechristianisation. Est-ce que ça serait pas un bandeur de clochers, Loki un peu royaliste? Il faudrait que la France redevienne la fille aînée de l'Église? C'est ça qu'ils vont dire du coup? Est-ce que j'arrive à pré-shot ça? L'islamophobie de Welbeck, et il revenait aussi sur la figure de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, lui, il a l'image de... Comment dire, de l'auteur apolitique, mais apolitique par définition parce qu'il est voyageur. Alors après, quand tu grattes un peu et que tu lis ses bouquins attentivement, il y a à chaque fois des petits passages où, si tu es de droite, voire d'extrême droite, tu peux dire « Ah ouais, c'est bien, là, il a réussi à glisser un truc sur les migrants, sur l'islam, sur les musulmans, sur les mahométans », comme il dit. D'ailleurs, il utilise ce terme-là. Oui, c'est vrai. Mahométan? Oh. C'est à l'ancienne, ça, Mahométan pour parler des musulmans. C'est comme dire israélite pour parler des juifs. À une époque, on disait ça. Bon, maintenant, avec la création de l'État d'Israël, c'est différent, mais... Mahométan. Oh là là, oh, le terme désuet. Mais le terme pue, du coup. Le terme désuet, ça donne l'impression que le mec, il va réhabiliter les théories raciales de Gobineau du 19e siècle en disant Mahométan. Jean-Marie Le Pen disait ça? Ouais, bah ouais, voilà. Ouais. Oh là là. C'est un terme colonial? Ok. Bon, ça m'étonne pas. Il se fait plus quand même depuis un bon moment. On vous conseille d'écouter en entier. Les gens que j'ai entendu dire ça sont tous nazis. Hein. Tu connais beaucoup de nazis, Martin Jleski? Intéressant, ça. Cet entretien avec Denis Robert, vous en apprendrez. Attendez. Onibaku qui vient dire quelque chose d'intéressant, comme quoi il fait pas que des blagues et du troll, celui-là. Mahométan, ça date de l'époque où on considérait l'islam comme une hérésie du christianisme. Ok. Ah oui, donc ça remonte à loin, quoi. C'est vraiment un peu l'islamophobie théologique des origines, quoi. Les islamophobes qui disent Mahométan, c'est les équivalents de ceux qui aiment pas les juifs parce qu'ils ont tué le Christ, quoi, un peu. Ouais, Moyen-Âge, tout ça, ouais. Cette espèce de racisme religieux et empreint de christianité, quoi. Ok, d'accord. Ouais, voilà, Charlemagne, il aurait pu dire ça, et bah. À la France éternelle, hein. Oh là là, hein. Oh, quand c'est pour opprimer des minorités et être suprémaciste, tout ça. Ah, là, la France est éternelle, hein. Un bon moment. On vous conseille d'écouter en entier cet entretien avec Denis Robert, vous en apprendrez sans doute pas mal. La thèse du bouquin, c'est qu'à la télé, dans les années 80 ou 90, quand les plateaux politiques étaient encore hostiles aux représentants de l'extrême droite, les plateaux littéraires, eux, étaient beaucoup moins regardants. Ça a permis à quelques auteurs radicaux de se faire une place dans le milieu. Ils vont parler de, comment il s'appelle? Nab. Je sais qu'il a déjà fait apostrophe. C'est un genre de nazi bizarre, non? Ils vont parler de lui. Quoi, c'est Marc-Édouard Nab? Je me souviens plus. Il y a probablement d'autres. Hein. Mais c'est vrai que quand on regarde, s'il y a un truc qui met tout. Enfin, je pense que ce qu'ils vont dire après, je pense que je vais un peu pré-shot. Mais quand tu regardes un peu ce qui peut unir la droite et l'extrême droite française historiquement, et ce qui peut permettre aussi de réhabiliter la droite nationaliste d'antan, c'est beaucoup de personnes considérées comme des grands écrivains et des génies littéraires, et qui parfois, effectivement, sont des génies littéraires par ailleurs.
Voilà. Barrès en est un très très bon exemple, quoi. En mode genre, non mais Maurice Barrès, vous connaissez pas la littérature française pour dire du mal de Barrès en fait. Oui, il était nazi, il était pas nazi, il est mort avant. Oui, il était furieusement antisémite, c'est vrai. Mais c'était un très grand écrivain quand même, ça fait partie de l'héritage. Même un mec comme Maurras, c'est pareil. Saviez-vous que le général de Gaulle lui-même, qui pourtant a combattu les nazis là où Charles Maurras a collaboré et a pris perpète à la Libération, il lisait l'Action française dans sa jeunesse, de Gaulle. Et oui, Céline, pareil. Bon après Céline, il s'est tellement mis... Enfin, il y a eu un avant, un après. Il y a un jour, il s'est réveillé, il s'est dit « Ok, je suis encore plus nazi qu'Hitler, qu'est-ce que vous allez faire, les gars ?» Hop là, puis il a écrit Bagatelle pour un massacre, et là, c'est... Lui, limite, on peut séparer sa carrière en deux de le moment où il a écrit... Merde, ça s'appelle comment ? Un truc avec nuit dedans, là. Son chef-d'œuvre, c'est quoi le chef-d'œuvre de Céline ? J'ai oublié. Voyage au bout de la nuit, merci, c'est ça, Voyage au bout de la nuit. J'avais La nuit des longs couteaux en tête, du coup. Il y a le Céline de Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, personne n'a rien à redire sur ce livre parce que c'est un banger, quoi. Et à côté de ça... Il y a eu un avant, un après où il commence à écrire ses pamphlets antisémites et là c'est en mode genre on passe de l'un à l'autre de manière très séparée quoi. Et d'autres mecs comme Maurras, Barrès, etc. c'était en mode genre oui, c'était des gros nationalistes antisémites zinzin, mais de très bons écrivains par ailleurs. Et donc du coup cette espèce de fétichisation des grands auteurs et des grands intellectuels de droite du passé, c'est une ficelle qui va être utilisée, qui est déjà en train d'être utilisée, j'ai l'impression que ça va se renforcer pour assumer au final son héritage de la droite nationaliste, y compris la droite anti-Dreyfusarde, antisémite et tout ce que tu veux, quoi. Et c'est une bonne manière de réhabiliter tout ça, et c'est aussi une bonne manière, par un espèce de nationalisme un peu gaze de « Oh, regardez nos grands écrivains !» C'est une excellente manière pour le RN et LR de se mettre d'accord à être des gros racistes, réactionnaires, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. On soupçonne qu'il a été antisémite toute sa vie, Céline, quand même. C'est un mythe qu'il a changé du tout au tout. Alors, je dis pas il a changé du tout au tout, mais je veux dire, il n'y a pas des relents antisémites bizarres, il me semble pas dans Voyage au bout de la nuit, par exemple. Je veux dire, dans son œuvre littéraire, il y a un moment où il est passé du tout au tout. Ça veut pas dire qu'il n'était pas antisémite avant. Je pense qu'être aussi farouchement antisémite, ça sort pas de nulle part, quoi. Ça va être turbo-raciste aussi, Voyage au bout de la nuit ? Ah bon ? Ok, je connais pas trop. Moi, de ce que j'avais cru comprendre, je m'étais un peu renseigné, Voyage au bout de la nuit, c'est considéré quand même comme un très grand livre, notamment pour le style, parce qu'il avait un style très particulier, Céline, où il mélangeait des moments où c'était très bien écrit, très littéraire, avec de l'oral rapporté. Des phrases qui faisaient très orales, un peu mal écrites, mélangées à quand même un niveau d'écriture assez élevé, ce qui faisait que vraiment il a un peu révolutionné la manière d'écrire en France. C'est peut-être aussi surtout pour ça qu'il est resté. Bref, je sais pas. Le passage en Afrique dans les colonies est immonde. Ouais, mais c'est pas pour dire vive les colonies, non ? Je sais pas. Bon, peut-être. Bref, voilà, en tout cas, ces grandes figures intellectuelles et littéraires en particulier, une bonne manière de se racheter une bonne conscience en disant bah oui, en fait, c'était pas si mal, la droite anti-Dreyfusarde, non, il y avait des grands auteurs, oui, allez, nique ta mère, voilà. Et Sylvain Tesson était de ceux-là. Sylvain Tesson bossait à Radio Courtoisie, était fan de Vénère. Radio Courtoisie, c'est la radio de Henri de Lesquen, on est d'accord. Henri de Lesquen, cet immense zinzin qui s'est dit, au crépuscule de sa vie, il s'est dit je suis extrêmement raciste. Et si je m'allie avec jeuxvideo.com pour être extrêmement raciste, lol, allez, dehors les congoïdes. Il dit littéralement race congoïde pour parler des noirs, quoi. Ok, voilà, c'est ça. Il était sur Radio Courtoisie, donc c'est une radio vraiment, c'est des radios versaillaises, de vieux nationaux dégueulasses, quoi. Oui, il dit ça, Henri de Lesquen. Mais c'est un peu du troll, quoi. Et après, il a trouvé un community manager, c'était un connard du 18-25 de jeuxvideo.com. Et il y a eu cette alliance-là. C'était les années Raptor Dissident, Soral et compagnie, quoi. Voilà. Ok. Donc il y a un lien entre jeuxvideo.com et Sylvain Tesson qui est Radio Courtoisie, par le truchement d'Henri de Lesquen. Et B, quel pays de merde, hein ? Quel pays de merde ? C'est qui lui ? C'est un nazi ? Il a une tête de nazi un peu, non ? Vous en pensez quoi ? Dominique Vénère ? Il a l'air vénère un peu. Le vieux monsieur qui s'est suicidé. Ah oui, militant politique d'extrême droite. Je crois que j'ai déjà vu sa tête. Il a une tête à faire la chasse à l'homme en Pologne en 1941. Bizarre. Pour les théoriciens, maintenant on appelle ça la droite identitaire, mais théorisé, quoi. Ça passe dans un discours hyper théorique, hyper sur 30 000 ans de civilisation européenne. C'est vrai qu'il y a une façon on dirait un peu de Chevy Chase, je suis d'accord. Ouais. De pas dire de civilisation blanche ou de race blanche. C'est pas pour rien que Tesson, dans les groupuscules identitaires, ça fait partie des lectures recommandées. Et maintenant, ça fait aussi partie des lectures recommandées par France Inter. C'était intéressant comme discussion. Ok, dans les groupuscules identitaires, ils recommandent de lire Sylvain Tesson. D'accord. Alors moi, j'ai déjà été dans un groupuscule non identitaire. Bon, c'est pas un groupuscule et j'y étais pas. Mais je me suis déjà lié d'amitié avec un militant qui, sa manière de militer, c'était justement de conseiller des livres, de me dire « Ah, tu devrais lire ce livre, etc. » C'était pas Sylvain Tesson. Hein. Voilà. C'était genre « La mère de Gorky ». Spartacus, les raisins de la colère. Voilà, des livres pour bien comprendre à quel point le monde est inégalitaire et les prolos se font baiser par la bourgeoisie. C'est quand même plus stylé, quoi, non ? Dire, regarde ce livre qui parle de la France éternelle.
tu veux comprendre ce que c'est qu'être nationaliste, il faut lire ça. Moi, c'était... T'as vu Spartacus? Les esclaves se révoltent. Faudrait que les esclaves se révoltent aussi en 2025, non? Voilà, c'est quand même un peu plus stylé, je trouve. Tesson est très fin, mine de rien. Il déteste l'État. C'est Lutte ouvrière, le parti dont je parlais. Voilà, dans les lectures recommandées pour aller chercher des nouveaux militants de Lutte ouvrière, il y a la mère de Maxime Gorky, typiquement. Et il y a Spartacus et les raisins de la colère, c'est les classiques. Voilà. Si un jour vous rencontrez un mec de Lutte ouvrière, vous décidez d'aller boire un café avec lui et qu'il vous donne un de ses 3 bouquins, qu'il vous prête un de ses 3 bouquins, c'est normal. C'est le mode opératoire. Et en vrai, c'est cool, hein. C'est stylé. Bref. Administration, il aime les vieilles pierres, les siècles d'histoire et les paysages bucoliques d'un pays dont il aimerait restaurer l'unité. Il célèbre l'enracinement rural et exècre les Parisiens nomades et leurs TGV. Vous voyez, c'est subtil. En plus, nomade. Attends, il a dit enracinement et nomade dans la même tirade, Usul. Est-ce qu'il serait pas en train de faire du dog whistle maurassien? Il va en parler après. Peut-être bien. Hein. Il a parlé de Rick Tegner qui dit enraciné à la télé et tout. Est-ce qu'on vient vers ça? Est-ce que c'est ça la conclusion de la vidéo? Bon, on verra. Il cite pas Maurras et la j'ai pas été à Lutte ouvrière, mais dans ma formation politique, Lutte ouvrière a eu une importance certaine. Parce que j'avais un pote. De Lutte ouvrière que j'ai rencontré à la fête de l'UMA, figurez-vous, une de mes premières fêtes de l'UMA. Alors je vous raconte comment ça s'est passé, c'est assez drôle. J'avais du shit, il avait de la MDMA. C'était un dimanche pluvieux. On venait d'aller acheter du poulet avec des patates. On s'est posé dans un stand du 78. On a rencontré ce gars, il avait trop envie de fumer du shit. Et moi je suis là, je me roule un joint. Il est en mode genre, t'as pas du shit, tu peux pas me dépanner un petit bout de tâche? Si tu veux, j'ai de la MD. On était genre, ah ouais, sérieux? Vas-y, let's go! Du coup, il nous a passé un peu de MDMA. Non, je parle pas de Usul, je parle de mon pote de Lutte ouvrière. On lui a passé un petit bout de shit, et après, du coup, j'ai discuté avec lui, en montée de MDMA, en plus, en mode genre, waouh, parle-moi de la révolution bolchevique, c'est trop intéressant ce que tu dis, j'adore. C'est trop sympa, mec, je te kiffe. Une montée de MD, quoi. À la fête de l'humain, un dimanche après-midi sous la pluie. C'était mémorable. Et après, il était en mode genre, waouh! Il était cool ce gars-là, il avait l'air de s'intéresser aux idées révolutionnaires. Je vais lui offrir 10 jours qui ébranlèrent le monde. D'abord, il m'a envoyé un article sur le matérialisme dialectique en mode marxiste.org. Un truc comme ça, un truc bien radu. Pour me tester un peu, genre. Il m'a envoyé, j'étais en mode genre, oh, ça a l'air chiant à lire. Bon, allez, je me déterre, je le lis en entier et j'ai lu tout un truc sur le matérialisme dialectique. Et j'étais en mode genre, c'est trop intéressant, j'ai pas tout compris, mais c'est incroyable. Et après, on s'était téléphoné, il était en mode genre, alors, t'en as pensé quoi? Et j'étais en mode genre, en vrai, c'est fou. C'était presque un peu exaltant à lire. Et il était en mode genre, oh là là, lui, c'est un marxiste, ça se voit. Et après, il m'a offert 10 jours qui ébranlèrent les morts de John Reed. Et après, il a fait pareil avec Germaine Fourchette. Il lui a offert, il lui a fait lire Spartacus, du coup. Voilà. Et moi, il m'avait fait lire La mère de Gorky. Bref, de Maxime Gorky. Je t'ai fait groomer. Mais ouais, mais ça m'a rendu communiste, donc c'est bien. Je me suis fait groomer, mais maintenant, je suis formé intellectuellement aux idées marxistes. Pas mal, au final. Hein. Voilà. Spartacus de qui? Je sais plus. Bref, allez, on reprend. Oui. Donc ouais, les nomades et les enracinés, oui. Comme a dit Eric Tegner en parlant d'Yael Braun-Pivet, comme par hasard. Et avant, t'étais de droite? Non, avant, j'étais en mode, ça a l'air trop intéressant le communisme, j'aimerais en savoir plus. Et j'allais à la fête de l'humain en mode, ah c'est cool, je me sens bien ici. Et justement, quand ce communiste révolutionnaire de Lutte ouvrière est arrivé en mode genre, tu veux savoir ce que c'est, petit, tu veux savoir ce que c'est que le vrai communisme? Viens boire un café, je vais t'offrir un bouquin. Bah, du coup, j'étais en mode let's go, trop bien, je suis content, quoi. Et c'était un peu le début de ma vie militante, où moi, ma vie militante, jusque-là, elle n'était pas militante. C'était lire des pages Wikipédia, regarder un peu des trucs, réfléchir en me grattant le menton, en me disant, oh, ça a l'air bien quand même. Après, je captais 2-3 trucs, je parlais politique avec des gens. Mais là, c'est en mode, j'ai rencontré un militant, et je l'ai vu en tant que militant, et ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté vraiment beaucoup dans ma vie politique, quoi. Voilà. Et exècre les ça de la VOD, mais non, tranquille. Moi, j'assume totalement. Moi, j'assume tout ce que j'ai pu faire. Oui, sur la drogue, je ne serais peut-être pas communiste aujourd'hui. Et alors? Comme quoi, la drogue, ça peut être bien aussi. Ça peut vous rendre communiste, les jeunes. Ne commencez jamais. Aïe. Il y a un univers alternatif où c'est un mec du PRCF qui était venu te demander du shit. Non, je pense pas, parce que quand même, je voyais un peu ce que c'était Trotsky et Staline et tout. Et j'étais en mode lutte ouvrière, c'est des trotskistes? Non, ça va, c'est validé. Je voyais ce que c'était que lutte ouvrière. En vrai, ça aurait pu être PCF, lutte ouvrière ou NPA, quoi. En gros, ça aurait été un de ces trois-là qui aurait pu venir me cueillir. Il se trouve que c'était lutte ouvrière, et c'est très bien, parce que ça m'a bien participé à ma formation, et c'était très bien. Voilà. Pourquoi il parle comme Macron, moi? Bah parce que c'est comme ça. C'est mon imitation, dont j'ai le secret. Bon allez, bref, tout ça pour dire, vive la révolution bolchevique, vive la glorieuse révolution de 17, seule vraie révolution communiste aboutie. Pays voilà. Dont il aimerait restaurer l'unité, il célèbre l'enracinement rural et exècre les Parisiens nomades et leurs TGV. Vous voyez, c'est subtil. En plus, il cite pas Maurras et la terre qui ne ment pas. Voilà. Il cite Braudel. Les journalistes sont fascinés et lui demandent de parler encore de la France, cette France qu'il connaît si bien. Je pense qu'on peut aller sur les chemins de France
sans faire de sociologie toujours. Je ne suis pas un sondeur. La sociologie, c'est pas un gros mot, Sylvain Tesson? Non, mon anecdote, c'est pas avant 2009. C'était il y a 10 ans, c'est un truc comme ça. C'était il y a une dizaine d'années. C'était genre 2015, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être 2015 quand j'ai rencontré mon pote de Hello. D'essayer de comprendre voilà, encore la façon dont fonctionnent les systèmes. Et quand on vous écoute, et vous parlez très bien de ce pays et de la beauté du parc des Calanques, mais est-ce que parfois il n'y a pas une sorte de biais esthétique qui vient et qui fait passer au second plan les préoccupations de ceux que vous croisez parfois dans ces pérégrinations? Et là... Elle était bien sa question. C'était un peu verbeux et pas clair, mais c'était plutôt une bonne question. Benjamin Duhamel-Bazé, je n'ai pas bien saisi les tenants et aboutissants de sa question, je dois vous dire. Ah, pas mal, Benjamin, tu y es presque. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de la France telle qu'elle est. C'est quoi cette musique? C'est de la grosse techno berlinoise, ça, je connais, attends. Ah, pas mal, Benjamin, tu y es presque. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de la France telle qu'elle est dans les envolées de Sylvain Tesson. Et c'est normal, c'est pas son sujet. Non, c'est musique de jeux vidéo, mais ça me fait trop penser à un mix de Function. Pour ceux qui connaissent, ce DJ résident, ce DJ de Osgutton résident au Berghain. Ça c'est très techno berlinoise, hein. Assez incroyable. Son sujet, c'est la France éternelle, ce monde englouti, cette Atlantide dont nous peuplons les... Faut que je fasse écouter ce truc sur SoundCloud, là. C'est une dinguerie, ça, attendez. C'est vraiment les mêmes petits synthés. Ah non, faut que je me connecte, la flemme. Bref. Oui, du coup, je suis en train de perdre ma concentration, je suis désolé. Éternelle, ce monde englouti, cette Atlantide dont nous peuplons les ruines assez piteusement, à peine digne de la grandeur de nos glorieux ancêtres. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance, vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit, vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres, le pays de... Il finit sa tirade là, si je me souviens bien, par en mode parfois vous êtes même nostalgique de cette période que vous n'avez même pas vécue. Ah bah oui, bah merci de dire que tout ça c'est du mensonge, de la douille, et que ça se base sur une espèce de nostalgie et d'un fantasme du passé. Et vous savez qui voulait retourner à un passé fantasmé et c'était ultra central dans la ligne politique? Mussolini et le parti fasciste italien. Ouais, alerte au fascisme, hein. Mais je me souviens très très bien quand il y avait ce truc-là qui était sorti. C'était pour la présidentielle de 2022. Je n'étais pas encore streamer, je n'étais même pas youtubeur. J'étais inconnu au bataillon sur internet. Je suis même pas sûr que j'avais un compte Twitter encore à l'époque. Parce que j'ai rejoint Twitter parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je l'aurais pas fait sans ça. Ça aurait peut-être été mieux. Bref, peu importe. Et je me souviens que ce discours, il m'avait choc-barre un peu. J'étais en mode, mais c'est vraiment fasciste ça. Ça, je reconnais, c'est le fascisme. Voilà. Avec le truc de Beethoven, là. Aïe, 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 aïe. Ribot avant la sauce, exactement. Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Cette mélancolie, elle est très politique. Ils l'ont pas laissé dans l'extrait, mais je sais qu'il avait prononcé cette phrase et ça m'avait un peu choqué où je me suis dit, mais ça c'est fasciste. Mais genre vraiment, dans son plus simple appareil, il avait dit, pour certains, vous êtes même nostalgique d'une période que vous n'avez pas connue. Et j'étais en mode, mais ça veut bien dire que c'est de la douille, quoi. Tu peux pas être nostalgique d'une période que t'as pas connue, par définition. C'est pas de la nostalgie, ça. C'est de la réaction. Voilà. Politique, évidemment. Elle permet de faire l'éloge d'une France blanche, d'une France hiérarchique, patriarcale, d'une Non, France... c'était pas Haendel, c'est la 7e de Beethoven, je crois, je sais plus, c'est une des symphonies de Beethoven, qui fait un peu penser à ce son-là de Haendel que j'ai mis dans cette scène. Très beau morceau. Mais non, là, c'était Beethoven. Beethoven, comme on dit dans le milieu. Ouais, c'était Beethoven, ouais. Là, oui, là, tu confonds avec la sarabande d'Haendel. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, non, j'étais pas encore sur YouTube à l'époque de la présidentielle 2022. Je suis arrivé juste après. Ma première vidéo, c'était fin juillet 2022. Je suis arrivé juste après cette élection. D'une France hiérarchique, patriarcale, d'une France colonisatrice, guerrière, dominatrice, impérialiste. Peut-être que c'est parce qu'elle est un peu moins tout ça qu'elle est moins grande, la France. Car elle est moins grande, hein. Pour ces gens-là, la France est en déclin. La France est un vieux pays. J'ai pas envie de mourir. Je crois que c'est celle-là, c'est ce extrait-là, où il dit moi, j'ai pas envie de mourir. Qui porte le deuil d'une grandeur défunte. Et pour vous, c'est un fait, on est entré dans une période de décadence. Ils n'ont pas laissé en entier, mais c'est cette fameuse interview où il a dit la France va mourir. J'ai pas envie de mourir. Voilà. La fin de la civilisation occidentale, ça vous paraît inéluctable? Oui, oui, oui. Je crois que c'est quoi cette question? Alors pour vous, c'est la fin de la civilisation, l'apocalypse est inéluctable selon vous, monsieur Onfray? C'est la fin du monde, vous pensez que c'est la fin du monde? On peut plus rien faire? Oui, très clairement. Oh là là, c'est quoi ce cadrage? Ah, c'est chaud. Hein. Ah, le cadrage de merde. Encore le contexte,
Ce qui se passe, c'est un processus d'ensauvagement, de décadence. Dans leur récit, chaque victoire démocratique et sociale devient une cause du déclin. La Révolution française, bien sûr. On a perdu le roi. Le Front populaire, on a perdu la discipline. Les grandes grèves de 1995, alors là, on a carrément perdu la tête et on va le payer. Écoutez François-Olivier Gisbert. Pauvres Français, ils veulent le déclin, ils vont l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est? T'es américain, toi, t'es même pas français, de quoi tu parles, François-Olivier Gisbert? Il est aux États-Unis, lui. C'est un français de papier. Il parle, c'est un français de papier, c'est un Yankee, lui. Hein. Monsieur est gaulliste et à côté, c'est un Yankee. Je crois pas que le général de Gaulle, il aimait trop les Américains comme toi, France. C'est que cette histoire de... Non, oui, il est franco-américain, mais voilà, je fais la blague. D'arrêter le pays parce qu'ils veulent que les agents roulants de la SNCF et de la RATP, parce que c'était bien ça le problème, c'est pour ça que les Français sont mis en grève, continuent à prendre leur retraite à 50 ans. Mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi ces Français? En fait, ce pays, c'est la France. Et pas n'importe laquelle. La France de Anas Kazib, du coup, qui est syndicaliste cheminot, qui porte en lui cet héritage. Un Français enraciné, Anas Kazib. Enraciné dans le syndicalisme cheminot, les amis. Et oui. Ils aiment la France, mais ils n'aiment pas vraiment les Français. Ils n'aiment pas les vivants, ils aiment les morts. C'est comme s'ils voulaient nous entraîner avec eux dans leur culte morbide, et pour ça, ils sont prêts à mettre les moyens. Partout en France fleurissent les spectacles qui mettent en scène cette France largement fantasmée. En ce moment, par exemple, il y a un spectacle sur Notre-Dame de Paris qui se lance dans une petite tournée. Attention, il n'y aura pas Garou, pas Patrick Fiori, vous plantez pas. Non, parce que il y a déjà une comédie musicale Notre-Dame de Paris. Elle est exceptionnelle. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme... Ah, c'est dur à chanter. Bref, je l'ai bien fait la montée, ça va, hein, je l'ai bien fait. Hein. C'était propre. Hein. Mélodiquement, ça allait. C'était pas faux. C'était peut-être pas très beau, mais c'était juste. Je suis content. Non, en vrai, immense banger ce morceau. Hein. Vrai banger. Hein. En plus, il le reprend plus haut, puis à la dernière fois encore plus haut. Il a une tessiture, ce gars, je sais plus qui c'est. Il est trop fort. Et Chloé, la Dame de Pierre, c'est un peu le spectacle de la démesure. Les chiffres sont impressionnants. Hein. Oui, et je vais vous en donner quelques-uns. Il réunit quand même 90 acteurs sur scène. Hein. Ce spectacle, c'est aussi 24 musiques originales. Elles ont toutes été enregistrées avec... Ouais, mais il n'y a pas Garou. Un orchestre philharmonique, 490 costumes et un décor de 10 mètres de haut. Le créateur du spectacle est un ancien du Puy du Fou et de l'Action française, évidemment. Évidemment. De l'Action française? Non, parce que... Ancien du Puy du Fou. Bon, Puy du Fou, ils font des spectacles France à l'ancienne. Je suis en mode genre, ancien du Puy du Fou, il va là-dedans. Bon, logique. Et de l'Action française. Ah oui, ok. L'Action française, rien que ça. L'Action française, c'est des royalistes. Ils sont officiellement royalistes. Et c'est c'est les héritiers un peu de Charles Maurras, dont on parlait tout à l'heure, qui est un des grands penseurs de la droite nationaliste, collaborationniste et antisémite notoire, etc., etc. Donc l'Action française, ça rigole pas. Hein. Ça rigole vraiment. C'est comme venir du GUD, quoi. Ou de Civitas qui vont fleurir la... Non. Si, c'est eux qui vont fleurir la tombe de Pétain tous les ans. Je sais plus. Mais voilà, venir de l'Action française, c'est pas en mode genre, ah oui, il était chez LR quand il était jeune, c'est un droitard. Non, venir de l'Action française, c'est vraiment... C'était énervé, quoi. Vraiment énervé. Voilà. Vraiment, et il y a eu de la promo sur CNews, mais la tournée est en partenariat avec la station. Non, mais stop avec ça. Je suis obligé de répondre à ce commentaire. Bienvenue, Jeanne et Julie, sur le live. Je viens d'arriver, il y a quelques jours, découverte sur tes vidéos YouTube. Bah ça fait plaisir parce que j'ai lancé la chaîne il y a pas longtemps sur YouTube et ça prend bien. Donc je suis content qu'il y a des gens qui viennent sur Twitch de YouTube. C'est cool, merci. Donc aucune idée si ça a déjà été discuté. Oui, ça a déjà été discuté de nombreuses fois et c'est pour ça que c'est drôle. Mais c'était flagrant sur la vidéo de Marine. Genre mêmes yeux et haut du visage. Ribot est de la famille de Tondelier. Oui, ça a déjà été discuté. Ça a déjà été discuté. Comme quoi je ressemblerais à Marine Tondelier. Au début, je me disais, ouais, non, quand même pas. Et si. Maintenant, ouais. Une fois, il y a eu un face swap avec moi et Marine Tondelier qui a été posté sur Twitter. Et j'étais en mode, mais c'est pas un face swap entre moi et Marine Tondelier. C'est moi en meuf. C'est trop bizarre. Et qui est tombé sur ce face swap? Parce que j'avais même changé ma photo de profil. Marine Tondelier elle-même. Et elle a commenté en disant, mais mort de rire, je croyais que c'était moi sur la photo. Donc ça veut dire qu'il y a un face swap entre moi et Marine Tondelier qui existe. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas Marine Tondelier, c'est moi, je me reconnais dans cette photo. Et Marine Tondelier a vu le même face swap, elle l'a regardé, elle a dit, mais c'est moi dans cette photo, je me reconnais. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a probablement un truc de ressemblance. On a exactement les mêmes cheveux, on a la même nature de cheveux. Voilà. Bref. Du coup, c'est marrant, hein, ça me poursuit, ça. Même des gens qui ne sont pas des initiés à cette blague. Vraiment, ça fait des mois qu'on le dit sur ce live, quoi. Tu l'as remarqué toute seule dans ton coin, alors. Ok. On a déjà vu les deux dans la même pièce? Pas encore. Voilà.
Peut-être que je suis Marine Tondelier avec une fausse barbe. Europe Je suis un 1 peu de plus basé qu'elle quand même, je suis un peu plus basé qu'elle. Bolloré, et le spectacle a été monté avec l'argent du Fonds du bien commun de Le Pierre-Édouard fameux. Sterrin, évidemment. Quand on regarde le programme, on comprend qu'on va pas mal parler de royauté, de religion, et surtout regardez, la Révolution française et ses C'était Halloween. J'aurais dû me déguiser en Marine Tondelier pour Halloween. Oh, j'ai loupé une occasion en or. Fallait que je me déguise en Marine Tondelier pour Halloween et que je fasse un live RP Marine Tondelier. Oh non, ça aurait été trop drôle. Oh. L'année prochaine, ouais, faut pas que je me coupe les cheveux entre temps. contestation. Voilà, on va Bon, allez, contester. je suis plus du tout concentré alors que la vidéo est vraiment super bien. Elle parle d'un truc super important et super central. En gros, ça décrit un peu ce que c'est que l'extrême droite et le fascisme de manière assez, comment dire, profonde, quoi. Genre tout ce truc-là, tout ce truc réactionnaire, l'idée de la glorieuse France d'antan, c'est ça le fascisme en fait. Genre. En tout cas, c'est par cette porte-là que le fascisme s'installe. Genre 100%, genre. C'est ultra, ultra central. N'importe quel antifasciste un peu sérieux, le sujet de cette vidéo doit être au cœur de ses préoccupations antifascistes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des signes du fascisme qui revient. Littéralement. Littéralement. Ou fascisme, vous pouvez l'appeler autrement. Peu importe. Mais je veux dire, c'est vraiment, la vidéo est super bien parce qu'elle parle de trucs hyper importants, quoi. Vraiment hyper importants. Qu'est-ce que c'est d'être réactionnaire? Comment le nationalisme et les idées réactionnaires peuvent emporter tout un tas de gens avec eux en s'appuyant sur des affects patriotiques et nostalgiques qui peuvent traverser absolument tout le monde, et c'est pas un problème. Tu peux avoir des affects patriotes, tu peux avoir des affects nostalgiques, c'est absolument pas un problème. Moi j'ai des affects patriotes et nostalgiques. Parfois je me dis, oh, je repense à avant, c'était bien. Je me dis, oh, moi j'aime bien quand la France gagne la Coupe du Monde. Vous voyez? Tout le monde a un peu des affects comme ça. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont des affects comme ça, et on peut justement, les fachos récupèrent ces affects-là pour les emmener dans le nationalisme et la réaction. La nostalgie devient l'affect qu'on utilise pour rendre les gens réactionnaires. Et le patriotisme, ou juste l'amour de son pays, un peu comme Thibaut InShape et les bouffons comme ça, ils aiment bien le dire et ils comprennent pas pourquoi ça nous dérange. Parce que ça nous dérange justement parce que les fachos essayent de transformer ce sentiment-là, passent par cette porte-là, de cet affect-là, l'affect patriotique, pour emmener avec le nationalisme. Et quand tu as affaire à une droite qui est réactionnaire et nationaliste, tu as affaire à l'extrême droite, littéralement, avec tout le lot de racisme et de saloperie qui va avec. Donc c'est super important le sujet de cette vidéo. C'est vraiment super important. Voilà. Et donc j'ai l'impression de pas trop respecter la vidéo, là on est en fin de live. On rigole bien, je passe un très bon moment, mais focus. Mot sur CNews, mais la tournée est en partenariat avec la station Europe 1 de Bolloré. Après, mes affects nostalgiques, moi, c'est genre sur les dessins animés que je regardais petit. Oui, voilà, c'est pas la France d'antan forcément. Mais je veux dire, ça reste le même sentiment de nostalgie, la peur du temps qui passe, de se dire, oh, le passé avait l'air peut-être moins flippant que l'avenir. Ce truc-là, on a tous, parfois, pas tous, mais c'est un truc qui existe, quoi. C'est un truc un peu humain, c'est un peu bête, c'est un peu dépolitisant de dire, c'est un sentiment simplement humain. Mais quand même, la nostalgie, tu vieillis, tu dis oh là là. C'est facile de passer par cet affect-là pour vendre un discours nationaliste et réactionnaire, en tout cas. Ça me paraît clair et net. Voilà. Mais après, il y a des gens qui sont immunisés à tout ça parce qu'ils ont une éducation, des valeurs, qui fait qu'ils mangent pas ce jeu-là, quoi. Et notamment un Français issu de l'immigration, victime du racisme au quotidien, bah ouais. Il va pas se faire avoir à ce jeu-là. Parce qu'il se dit waouh, la France d'avant, ça avait l'air encore pire. Tout simplement. Et le spectacle a été monté avec l'argent du Fonds du bien commun de Pierre-Édouard Sterrin, évidemment. Quand on regarde le programme, on comprend qu'on va pas mal parler de royauté, de religion, et surtout regardez, la Révolution française et ses contestations. Voilà, on va contester la Révolution française manifestement. Et oui, parce que la vraie France, c'était avant la Révolution française. C'était les rois, le catholicisme et les chevaliers. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Vous l'aurez compris, le catholicisme, c'est important. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. J'étais en mode l'affect, de la nostalgie et du patriotisme est beaucoup utilisé pour amener les Français vers la pensée nationaliste et réactionnaire. Le il y a un pays autre des truc, chevaliers. c'est le pinard, quoi. L'alcool. Le fait que la nostalgie et le patriotisme soient des affects qui sont utilisés pour emmener les gens vers la pensée nationaliste et réactionnaire. Je répète précisément la même phrase. Je comprends. Je m'y attendais quelque part. Mais je ne pensais pas que l'alcoolisme serait un affect qui est utilisé pour les mêmes raisons. Ça, je m'y attendais pas. J'étais en mode genre, ah ouais, ok. Méfions-nous de nos affects patriotes, de nos affects nostalgiques et de notre alcoolisme. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode genre, moi aussi je suis alcoolique, putain. Un bon verre de pinard dès 11h. T'adores ça, moi aussi. Allez, on vire les Arabes de France. Vraiment, c'est ça, quoi. Genre, c'est... Je m'y attendais pas. Je savais pas que l'alcoolisme pouvait mener à ça aussi. Cet affect-là. Bref. Des gentes dames. Je plaisante un peu, mais pas totalement. Vous l'aurez compris, le catholicisme, c'est important. Oui, voilà, parce que c'est le truc du porc et du pinard. Les musulmans ne boivent pas d'alcool, donc oui, l'alcoolisme peut très bien être récupéré par la propagande fasciste, tout à fait. Évidemment.
Comme pour Bolloré, c'est pas seulement un truc mystique, c'est quelque chose de très politique. Si la vraie France, la France éternelle, elle est catholique, fatalement, ça exclut pas mal de monde. Zemmour l'a bien compris d'ailleurs, son dernier bouquin porte là-dessus, il a été invité à venir en parler sur France 3 il y a pas longtemps. Oui, le titre de son dernier bouquin c'est « Ouais ok, moi je suis juif, mais je casse pas les couilles, vive les cathos !» Le nom de son dernier bouquin c'est « Ouais, moi je suis juif, mais je suis discret contrairement à ces enfoirés de musulmans !» Voilà, c'est ça en gros de son dernier bouquin. Non, c'est pas vrai, mais il parle justement de son rapport, de sa judéité, et comme quoi, lui, il a appris à être français en étant un juif discret, qui ne se la ramène pas avec ça. Il faudrait que tout le monde fasse pareil. Bah super, bravo. Il y a une VOD là-dessus, précisément sur la chaîne YouTube, je mets le lien dans le chat. Cherchez Zemmour, hein, c'est celle où je réacte à Zemmour à France Inter, où on parle de tous ces sujets-là, et c'est très intéressant. Voilà. Mais oui, effectivement, il est pour la rechristianisation. Là où avant, il était juste en mode genre, le passé, c'était bien. Hein. Ouais, allez, venez, on retourne au passé. Là, c'est vraiment en mode, la France est la fille aînée de l'Église. Il faut rechristianiser la France. Vive le Roy. Là, il a une pensée qui s'inscrit vraiment dans la droite nationaliste, mais genre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, quoi. Vraiment, en mode, à bas la République, la gueuse, vive le roi et la France éternelle catholique, quoi. Et ça, c'est nouveau. C'est assez nouveau dans le discours qu'a Zemmour, comme si l'extrême droite... Zemmour, il est là pour avoir... C'est un peu l'avant-garde de l'extrême droite médiatiquement. Vous voyez ? Au moment où le RN, bon, c'est pareil, parlait pas trop de grands remplacements, etc. Il y avait certains trucs qui étaient en mode... On est dans la dédiabolisation, faut pas trop passer pour des nazis. Et bah Zemmour, il arrivait en mode vive Pétain et vive la remigration, quoi. C'est en mode genre, oh waouh, ok, d'accord. Il arrive un peu pour écarter un peu plus la fenêtre d'Overton, il participe à la normalisation des idées d'extrême droite, qui du coup, parfois en comparaison, paraissent moins radicales par rapport à lui. C'est un peu le rôle qu'il a dans tout ce bordel, quoi. Que ce soit conscientisé ou pas, je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête. Et bah là, du coup, on passe à l'étape d'après. Après avoir dit vive le passé, je suis vraiment un nationaliste et tout. Bah là, il y a une filiation qui est réassumée avec la droite nationaliste d'il y a un siècle, quoi. Voilà. La droite anti-Dreyfusarde, exactement, tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, on le voit avec son dernier bouquin par rapport à son premier, qu'il y a ce pas de plus qui est fait et qu'assume de plus en plus le projet vraiment nazi, quoi. Enfin, non, pas nazi, mais fasciste, quoi. En tout cas, ce lien avec l'extrême droite du passé. Et jusque-là, c'était presque un verrou que l'extrême droite ne pouvait pas faire sauter. T'avais le verrou Jean-Marie Le Pen, où c'était en mode genre, non, moi, Jean-Marie Le Pen, il a dit des trucs sur le nazisme et tout, il est trop lié au nazisme, ça la fout mal, quoi. Il y avait certains trucs comme ça, des verrous qui ont dû sauter les uns après les autres. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un truc qui se fait un peu tout seul, qui se fait un peu organiquement. Je sais pas si c'est vraiment un plan de leur part, mais où ils essayent de faire sauter le verrou, d'assumer l'infiliation avec l'extrême droite d'antan. Et ça, jusque-là, moi, c'est un truc que je l'ai souvent dit en live, j'ai dit, assumez votre famille politique, c'est insupportable, on ne peut pas débattre avec vous, l'extrême droite, vous êtes des menteurs, car jamais vous n'assumez votre héritage politique, jamais vous n'assumez la famille politique à laquelle vous appartenez, qui est l'extrême droite. Parce que quand on regarde l'extrême droite dans l'histoire des 150 dernières années françaises, c'est inassumable, en fait. C'est inassumable. C'était des collaborationnistes, des antisémites, etc., quoi. Voilà. Et bah là, ils sont en train d'essayer de le faire. J'ai l'impression que c'est ça. Ils sont en train de assurer cette filiation. Et s'ils arrivent à le faire, c'est le dernier verrou qui saute et on est cooked, quoi. Genre, il n'y aura plus rien à dénoncer, il n'y aura plus rien à dédiaboliser, quoi. Mais au moins, il y aura un moment de clarification. Et ça sera vraiment en mode, genre, la glorieuse classe ouvrière, ça sera vraiment la France des grèves de 36 versus la France royaliste, quoi. Donc, je sais pas. On va voir comment tout ça va se décanter, mais j'ai l'impression que là, médiatiquement, c'est cette phase-là de l'extrême droite qu'on est en train de voir médiatiquement. Voilà. Parce que je vois de plus en plus de références aux intellectuels de la droite nationaliste de l'époque. L'Église a fait les rois ont fait la nation a fait la République. Oui, c'est une grosse phrase de merde. Ok, Bainville, voilà. Donc sans le christianisme, il n'y a plus de France. Et moi, je veux, comme beaucoup de Français, continuer à vivre en France. Donc c'est pour ça que je me bats. Ça, il l'aurait pas dit. Il l'aurait pas dit pendant la campagne de 2022. Il aurait dit sur le de quoi ? Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Il est royaliste ou quoi celui-là ? C'était pas le moment pour, quoi. Là, il a fait sa petite pause, il revient avec un bouquin exprès pour pouvoir intégrer ça à son argumentaire. C'est grave en vrai, c'est grave. Pour protéger, défendre. À ton avis, ils vont trop loin et la bourgeoisie médiatique va se radicaliser toute seule dans son coin ? C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Ça se trouve, normalement, ça va être en mode genre wow, vous êtes un peu trop nazi là, c'est pas possible. On se désolidarise. Je ne sais pas. À voir. De toute façon, si on peut voir l'avenir comme ça serait trop simple. Exalter l'identité chrétienne de la France contre la menace actuelle qui est d'une part le wokisme qui détruit les racines chrétiennes de la France. Et d'autre part, vous l'avez le chat, vous l'avez. Le wokisme et qu'est-ce qui menace la France ? Islam, c'est ça. Il n'y a que toi qui réponds islamisme, les arabes, l'islamo-gauchisme. Vous l'avez tous. Hein. Le slam, les bouddhistes. Mais non, perdu. Les américains. Ah, si seulement.
Si seulement. Et d'autre part, l'islamisation qui les remplace. Il faut, comment dire, rechristianiser l'Europe pour que l'Europe ne meure pas. Absolument. Vous avez tout compris. Ah oui. Okay. Est-ce qu'il y a besoin de décrire ce qui est problématique là-dedans? On est quand même la France, le pays de la laïcité. Qu'est-ce qu'est dit toute la team Printemps républicain? Pourquoi on les entend pas parler? Pourquoi les Caroline Fourès, les Raphaël Enthoven, les machins bidules, pourquoi on les entend pas pousser des cris de Michel Onfray, là? Quand Zemmour dit ça, il est un peu anti-laïque, là. Les mêmes qui disent « Avant, Mélenchon avait une très belle laïcité. Il était super au point sur la laïcité, il n'aimait pas les musulmans. Maintenant, il a changé. » Zemmour, il n'a pas changé? Vous trouvez ça laïque? Vouloir appeler à la rechristianisation de la France? Pourquoi franc-tireur n'en parle pas toute la journée sur tous les plateaux télé? Je me pose la question. Peut-être parce que c'est des gros droitards de merde, que c'est des nationalistes aussi, quelque part. Ah, il est vif, Pascal. Les cris d'Onfray, Il a tout compris. Et sur la chaîne d'infos de Bolloré, on ne lésine pas sur la rechristianisation. Il y a une émission chrétienne bien vénère le dimanche, Enquête d'esprit. Vous allez voir, c'est chrétien, mais à la sauce extrême droite. Phénomène encore peu connu en France, des musulmans qui se convertissent. Ah non, c'est un nouveau. Il y avait le truc avec les démons sont-ils de retour? Ils avaient fait tout un truc en mode genre les démons, sur les démons, dans la vie de tous les jours un peu. C'était en mode genre, oula, c'est un type de christianisme un peu suranné qu'ils pratiquent ces gens-là. Et là, c'est les musulmans cette fois-ci. Ah ok, d'accord. Bon, après, dans la bouche de ce monsieur, démon et musulman, c'est à peu près la même chose pour lui. Hein. Connu en France, des musulmans qui se convertissent au Christ. Souvent par des songes d'ailleurs, ce qui est déjà très surprenant. Mais ces convertis sont plusieurs centaines chaque année et ils bousculent par leur soif de Dieu et de son Fils Jésus. Comment mieux les accompagner et qu'ont-ils à dire aux croyants de souche parfois un peu endormis? Attends, mais on est en quelle année là? Il y a un milliardaire qui a une chaîne de télé, il est en mode genre vas-y, faites-moi de la propagande comme quoi il faut convertir au christianisme les musulmans, s'il vous plaît. On est en quelle année? On est en 1350? C'est quoi ce délire? Il y a un gars qui existe, il existe. Il s'appelle Bolloré, il a acheté une chaîne de télé, il se dit vas-y, appelez-moi à convertir les musulmans là. C'est bon, j'en ai marre. Faut christianiser maintenant. Croyant de souche. Non mais waouh. Ah, je l'avais pas vu celle-là, putain. Mais c'est à ça que ça sert aussi, Rhinocéros. Il y a des extraits qu'on tournait sur Twitter. Oui, quand on regarde Rhinocéros et qu'on est déjà un peu à la tête dans les réseaux et tout, il y a des extraits qu'on reconnaît. Il y a des extraits qui sont passés sous les radars. C'est vraiment Usul et Lumi qui ont été les chinés là, les diguer. Waouh. Oh waouh. Ah. Je sais pas si c'est là, Groubignol. Petit timecode, 3h56, je le note. Mais ça pourrait peut-être faire un bon TikTok. En vrai. 3h56. TikTok. Point d'interrogation. Voilà. Je sais pas si t'es là, mais sinon je te le redirai. On en parle aujourd'hui dans Enquête d'esprit avec nos invités. Les croyants de souche, vous connaissiez ça? C'est pas mal non plus. C'est comme les Français de souche, on garde l'idée de souche, d'enracinement, et puis on fait le parallèle français égale chrétien. En France, contre les... Et les croyants de papier. Du coup, un croyant de papier, c'est un converti, quoi. Un converti, c'est un croyant de papier. Aïe, 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 aïe. C'est là que tu vois je sais pas, l'identité. C'est pas forcément que la race ou la religion. C'est le truc ethno-culturel. Là, c'est vraiment, ils sont dans l'ethno-culturel. Tu sais pas trop. Quoi, chrétien, c'est leur race? On comprend pas trop. C'est pas clair. Là, on est dans le domaine de l'ethno-culturel. Et on voit que le suprémacisme, ça peut être sur une couleur de peau, entre guillemets, en mode les blancs, comme ça peut être les chrétiens. Et même appliqué aux chrétiens, le suprémacisme, ça fait qu'il y a des vrais chrétiens et il y a des gens, ils ont beau être chrétiens, c'est pas vraiment les vrais chrétiens, quoi. Waouh. On en est là. Mais justement, qu'est-ce que Caroline Fourès a à en dire? Je parlais d'elle il y a 2 minutes, ça alors. Musulmans, pendant des années, on a brandi la laïcité, y compris à l'extrême droite. Sur ces j'ai encore un peu pré-shot. news, aujourd'hui, on préfère brandir le Christ. Vous noterez qu'on a franchi une étape. Et si dans la bolosphère on commence à répandre l'idée que la vraie France elle est catholique et enracinée, ça ne va évidemment pas exclure que les musulmans. Éric Tegner de Frontières a commencé à faire des listes de juifs par exemple, c'est en tout cas ce que lui reproche SOS Racisme. Son président Dominique Sopo on a fait un live exprès sur Éric Tegner et en quoi sa sortie était antisémite et en quoi ça s'inscrivait dans la grande tradition de la droite nationaliste française. N'hésitez pas à aller la voir sur YouTube en VOD bien sûr, je suis très content de cette vidéo, je trouve que j'ai été très carré. Donc on va pas trop reparler de ça, mais oui, il a parlé de... En gros, il parlait d'Yael Lebrun-Pivet qui veut taxer un peu plus les héritages, donc Yael Lebrun-Pivet qui est juif, ça a son importance dans l'histoire. Il a commencé à parler de Alain Minck et Jacques Attali,
qui aurait créé Macron et que ces gens-là sont des nomades, contrairement à ces Français enracinés qui ont besoin d'héritage. Ces gens-là n'aiment pas l'héritage car ce sont des nomades. À deux doigts de dire que les juifs cosmopolites voulaient détruire la nation et les bons Français chrétiens enracinés, quoi. C'était vraiment un discours digne de Charles Maurras, quoi. Littéralement. Et après, ils étaient genre, moi, antisémite, non mais vous foutez de ma gueule, j'ai un ami juif, il est sioniste. Ouais, enfin voilà, quoi. Vous voyez le genre, quoi. C'était en mode genre, moi, mais j'adore Israël, je peux pas être antisémite. Israël tue beaucoup trop d'Arabes pour que je sois antisémite. C'est vraiment ça son discours à ce gars-là. C'est une ordure finie, quoi. Voilà. Bon, allez voir la VOD pour ceux que ça intéresse. Tout ça. A annoncé qu'il allait saisir l'Arcom. CNews a supprimé voilà, c'est l'ordre mondial des juifs apatrides dirigé par Soros. Exactement. Et d'ailleurs, après j'ai fait mes recherches, j'ai vu 2-3 trucs de frontières, des interviews où ils étaient en mode alors George Soros, il tire un peu les ficelles celui-là, non? Ce serait pas un peu la juiverie mondiale organisée, tout ça? Là, l'extrême droite et l'extrême droite type Éric Tegner a cet héritage-là. Ils continuent à avoir cet héritage-là. Ils ont beau se cacher derrière leurs petits doigts, enfin se cacher derrière Israël en mode genre j'adore Israël donc je peux pas être antisémite. Cet antisémitisme-là, ils l'ont en eux, c'est leur héritage de la même manière que n'importe quel communiste en France marque son héritage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Séquence, mais on peut la trouver dans l'article de Street Press qui raconte l'affaire. Mais juste pour comprendre, pour expliquer qu'il y a une Braun Pivet. Bon voilà, ils vont expliquer. Cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. C'est-à-dire que... Quand tu connais un peu le sujet, quand t'entends ça, t'es en mode genre wow, alerte, stop. Vraiment, hein, quand tu connais un peu le sujet de l'antisémitisme et l'antisémitisme historique en France, t'entends ça, t'es vraiment en mode genre ah ouais, on part dans cette direction-là. D'accord, ok. Il dit maintenant que Emmanuel Macron est le pire président de la 5e. Il y a 100% de dog whistle. Chaque groupe nominal de sa tirade, c'est que du dog whistle. Il y a pas un truc qui n'est pas un dog whistle. Hein. Ah, c'est compliqué. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'est construit en 2017 sur la notion de la mobilité. C'est-à-dire que l'enracinement, pour lui, ça ne lui parle pas. Ce sont des gens qui naissent, qui vivent et qui dorment dans un aéroport et ils n'arrivent pas à concevoir que la majorité des Français aujourd'hui, ils sont enracinés sur des territoires et parfois depuis des siècles. Ils vont parler de qui là? De Barès ou Drummond? Je sais plus. Je crois que c'est Drummond qui parlait beaucoup d'enracinement. Drummond, c'était un des mecs, c'était le chef de la Ligue antisémitique dans les années 30. Son parti s'appelait la Ligue antisémitique. C'est aussi simple que ça, Drummond. Et lui, il parlait d'enracinement, justement. Il était en mode oh là là, les juifs ne sont pas enracinés, contrairement aux bons français de chez nous. C'est à cause de la modernité. C'est mal. Voilà. On en revient à cet héritage-là. Hein. C'est chaud. Moi, je suis choc-barre de tout ça. Je suis choc-barre. Tout va tellement vite. La fascisation va tellement vite. Là, on en est là, quoi. On réhabilite des collaborationnistes. Bon, ok. On a parlé de Charles Maurras, l'écrivain antisémite des années 30, grand inspirateur des pétainistes. Bon bah là, vous avez tous ces thèmes, encore une fois. Cette France éternelle, elle s'oppose bien sûr aux juifs nomades, elle s'oppose à la sécularisation de la société, à la Révolution française, et donc aussi à la République, tout simplement. La gueule. Et oui, fatalement, à la République et à la démocratie, et nos Maurras contemporains commencent à le dire à voix haute. Mais c'est la démocratie qui vous gêne. Ah cool. Justement, quand on avait fait le réact à Zemmour, je m'étais dit, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il cite Maurras. Et je me dis, il cite Maurras, Zemmour, ça me semblait invraisemblable. Hein. Enfin, encore une fois, Charles Maurras, condamné à la perpétuité, à la libération pour collaborationnisme. Genre, c'était un mec qui était en mode genre, la solution finale d'Hitler, basé. Vraiment, c'est ça, on parle de ça. Charles Maurras, c'est ça. Cité par Zemmour, j'étais en mode, je peux pas y croire, quoi. Et donc, je pense que là, ça va être le fameux extrait où il cite Maurras. C'est la révolution, la façon dont on y est arrivé. Rappel d'un mot de Clémenceau, en d'autres circonstances. Attends, du coup, j'ai pas suivi l'extrait de Zemmour, là. Et... contemporains commencent à le dire à voix haute. Mais c'est la démocratie qui vous gêne ou c'est la révolution, la façon dont on y est arrivé? Rappel d'un mot de Clémenceau, en d'autres circonstances, et qui, s'adressant à un hémicycle du parjure, a eu ce mot retrouvé pour la circonstance. La démocratie, c'est des rats dans un égout. Alors j'ai... Ah ouais, carrément. Ok, d'accord. J'ai cherché la citation. Ah ouais, ok. La démocratie, c'est de la grosse merde. Hein. Ah, ça pue le caca, hein. Ça sent les égouts ici. Trop nul, là. Pardon. Clémenceau, et ce que j'ai trouvé, c'est la politique, c'est un combat de rats dans un égout. C'est pas pareil, mais avec De Villiers, ça devient la démocratie. Mais on sent chez eux une impatience d'en découdre avec la République. Il y a pas longtemps, ils sont même allés nous chercher l'héritier du trône de France, un type qui vit en Espagne en plus. Est-ce que de votre côté, vous pensez vous mettre au service des Français d'une manière ou d'une autre? Quelles seraient les conditions? Est-ce que c'est quelque chose, une question qui vous anime, et particulièrement ces derniers temps, quand vous voyez cette instabilité politique en France? Si la France le demande, je serai à son service.
Mais la France t'emmerde, frérot, je suis désolé. Louis de Bourbon. Tu sais ce qu'on a fait au dernier Louis de Bourbon? On n'a rien fait du tout. Il est mort d'une mort naturelle. C'était Louis XVIII et son petit frère Charles X est venu régner jusqu'en 1830. Mais un petit peu quelques Louis d'avant. Attention à la tradition française, normalement, là, t'es pas le bienvenu. A priori, on est en mode genre c'est bon, t'es plus roi, y a pas de souci, il se passe rien. Tranquille. On en reste là. On en reste là, Louis XX. Tranquille. Tu peux t'appeler Louis XX chez toi. Sois un roi discret. Maintenant, c'est la République. Sécularise-toi. Donc non, on revient pas. Pitié, non, c'est non. Condition indispensable, c'est que la France veuille le retour de la royauté. Ça, c'était... On n'y est pas encore, je crois. Va falloir repasser dans quelques années. Après, au rythme où on est parti, franchement, là, je suis plus sûr de rien. Vous imaginez un jour vraiment Louis de Bourbon revient au pouvoir? Non, je trouve ça trop invraisemblable. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est invraisemblable, mais là, il y a une partie de mon esprit qui s'est dit, est-ce que c'est si invraisemblable que ça? J'ai réfléchi premier degré. J'ai vraiment réfléchi premier degré, je me suis dit, il y a un scénario pour ça? Et c'est ça qui m'a fait rire. Je me suis dit, attends, je suis en train de me poser la question premier degré. Non, ça va pas, ça va pas. Il y a un souci là. Il y a un souci en France, je le dis. Hot take. Je pense qu'on a un souci en France là, avec la droite, quoi. Le 11 octobre dernier. Alors c'est vrai que là en ce moment c'est un peu le bordel en France, hein, le cornu, tout ça. Mais sur CNews, cette crise est vue comme une opportunité. Vous dites, la Ve République est au bord de l'effondrement. Est-ce que automatiquement vous pensez que c'est un atout pour un retour d'une manière ou d'une autre de la royauté? Ah non, je sais ce qui pourrait se passer par contre. Beaucoup plus réaliste. Il redevient pas roi, Louis de Bourbon. Mais genre on passe à la 6ème République, il devient président de la République. Ou Premier ministre, un truc comme ça. Il est plébiscité par les Français, parce que comme c'est un Bourbon, et comme il est de la famille royale, au final les Français sont en mode genre « Oh oui, je suis très enthousiasmé par Louis de Bourbon !» Et du coup il devient président de la 6ème République, et au bout de quelques années, il fait le 3e Empire. Ou la restauration. Là, ça serait déjà un petit peu plus réaliste comme scénario. Mais non, jamais de la vie. Voilà, mais non, c'était une blague, c'était comme le Louis-Napoléon Bonaparte, c'est ce qu'il a fait. Avant de devenir empereur, il se fait élire président dans la Seconde République naissante. Le premier et seul président de la Seconde République, c'était le neveu de Napoléon, et après il est en mode genre « Ok, Second Empire, je suis empereur maintenant ». Il pourrait plus tenter une strate comme ça, à la limite. Voilà. Faire une Louis-Napoléon Bonaparte, comme on dit dans le milieu. Ça, il pourrait le tenter. Il faut devenir président d'abord. Va gagner une élection. Vous pensez qu'il pourrait gagner une élection, lui? Il a les épaules pour 2027, et si c'était lui? Candidat unique NFP, peut-être. Les gauchers réconciliables, t'inquiète que lui, il va te les réconcilier. Hein. Glucksmann et Mélenchon, vous aimez pas? Je suis le roi. Il faut plier le genou maintenant. I'm the king now. Aïe, 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 aïe. On vous a fait cette émission pour alerter. Derrière l'image rassurante et paisible de la France des paysages et des clochers, il y a des idéologues en embuscade. C'est comme ça que l'extrême droite compte utiliser ses discours sur la France éternelle, qu'ils soient portés par des gars un peu naïfs qui veulent pas être récupérés comme Jean Dujardin, par des écrivains exaltés comme Sylvain Tesson, ou par des polémistes à gages payés par Bolloré. L'extrême droite ne s'est pas sentie aussi puissante depuis longtemps. Elle retrouve des couleurs et elle est en train de renouer avec son vieux rêve, liquider l'héritage de la Révolution française. Ça y est, ça s'entend dans les commentaires qu'on vous a diffusés sur l'affaire des bijoux, sur Sarko en prison. La République c'est ça, c'est la décadence. La République a osé mettre un chef d'État en prison. Elle n'avait pas fait ça depuis Pétain et elle avait fait ça à Louis XVI. Peut-être qu'il serait temps d'en finir avec cette aberration. Après tout, aux États-Unis, Trump est en train de le faire, lui. Il est en train de démanteler tous les contre-pouvoirs, d'installer un pouvoir autoritaire, et vous avez vu, lui aussi, il mobilise la figure du roi. Un gigantesque mouvement de résistance a envahi les rues aux États-Unis il y a une dizaine de jours, le mouvement No Kings, pas de roi. Trump leur a répondu avec cette petite vidéo sur son réseau social. Oh, attendez. Regardez cette balayette à chiottes. Trump leur a répondu avec cette petite vidéo sur... J'ai la même. Attendez, je vous l'amène. Ouais, non, c'est dégueulasse. Non, j'entends jamais une fourchette à côté qui fait bah non, c'est dégueulasse. Non, c'est vrai, non. Elle est plus neuve, donc non, je vais pas l'amener. Elle a pas beaucoup été utilisée, mais j'ai la même balayette à chiottes. Et on a la version Macron. On a une comme ça et une Macron. Stylé, hein? L'idée de con. Bah ouais, je sais même plus où on a acheté ça. On est tombé dessus, on était en mode genre, ça coûte que dalle, vas-y. C'est marrant. Voilà. Ça va, on a le droit d'être un peu un gauchiste cliché, quoi. Les goodies de conspi. Ouais, bon, bah, écoutez. Mais je l'ai en tout cas, j'ai la même chez moi, vraiment la même. Sur son réseau social. Oui, j'avoue. Idée de con d'aller chercher la balayette à chiottes. Regardez, il y a des traces dessus. Non. J'aurais pu vous la montrer de manière. J'aurais nettoyé avant, vous voyez, j'aurais passé sous l'eau. Bon, bref.
On change de sujet s'il vous plaît? Ah bah non, on reste sur le même sujet. En parlant de merde, regardez donc cette vidéo en IA de Donald Trump. C'était pour faire la transition, je vous ai eu. Là, qui donne des idées à nos fachos français. Pour l'instant, l'extrême droite parlementaire joue le jeu de la démocratie et des élections, mais le jour où il faudra renverser la République pour sauver la France éternelle, elle sait qu'elle aura un certain nombre de médias pour la soutenir. Le groupe Bolloré, par exemple, doit être démantelé. Ça devrait être une priorité pour nos députés et pas seulement pour ceux de la gauche. Ces gens-là ne sont pas uniquement des ennemis de la gauche, ce sont des adversaires du régime. Il serait temps que tout le monde en tire les conclusions qui s'imposent. Ah ouais, ça rigole hop là. Ce sont des ennemis du régime. Il a raison. Vive la République, vive la France. Dimanche, dans 2 semaines. Eh bah, elle était incroyable cette vidéo. Hein. Elle était vraiment bien. Hein. De tous les épisodes de Rhinocéros que j'ai vu depuis le début de Rhinocéros, c'est peut-être le meilleur épisode que j'ai vu. Il était vraiment carré de fou. Et en plus, ça prend 3 actus récentes dont tout le monde a parlé pour en faire une espèce de synthèse et expliquer ce qui se trame en remontant un peu à la racine. Vous voyez très bien. Très très bonne vidéo. Franchement, elle était carrée de fou. Donc je vous mets le lien, évidemment, tout ça, vous connaissez Blas, vous connaissez Usul, vous connaissez Bumi, vous connaissez Rhinocéros, vous connaissez tout. Vous connaissez Hugo Perchoir qui lâche un raid de 161 viewers. Merci Hugo. Merci Hugo pour le raid. Ah là là, ça s'arrête plus. Ouh là 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 là. Ouh là là. Alors attendez, je dois couper là, parce qu'il va y avoir une VOD de tout ça, donc je vais couper. Voilà, allez vous abonner à Usul. Vous êtes déjà abonné à Usul. En tout cas, très très bonne vidéo. Et effectivement, c'était une bonne vidéo pour voir un peu à quel point ce que c'est que la montée de l'extrême droite, quoi. Je trouve qu'on était au cœur de ce qui se passait en termes de montée de l'extrême droite et en termes de fascisation. Donc voilà, très bonne vidéo. Si le raid vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le partager, liker, activer la cloche et tout ça. Voilà.